vos influenceurs préférés se servent de vous et vous manipulent et vous en avez absolument conscience. Yay! La dernière fois qu'on s'est retrouvés ici assis par terre à discuter, c'était pour vous parler de ma vision de ma vie de jeune femme de 32 ans qui avait expérimenté pas mal de choses et qui du coup parlait de comment je me sentais en tant que femme dans cette société avec toutes les particularités que je peux avoir. Et aujourd'hui je vous retrouve pour parler du lien parasocial parce que j'en parle très souvent et que je mets en garde les gens là-dessus parce qu'on n'a pas forcément conscience et que ça implique tellement de choses et des influenceurs notamment se servent tellement de ce biais pour attirer la pitié ou la sympathie. Et vraiment, il n'y a pas de souci en fait à avoir un lien parasocial, j'en ai avec plein de célébrités, hein. Mon amour pour Taylor Swift, mon amour pour Seventeen, mais à un moment donné j'en ai conscience. Et il y a des choses que mes groupes préférés peuvent faire où je sais que c'est une stratégie commerciale, là où quand ça touche des influenceurs on n'en a pas forcément conscience. Et dans le lot il y a aussi des personnes qui sont soit jeunes, soit fragiles, voire même les deux. Et je trouve ça important quand même de vous sensibiliser et de vous expliquer mon expérience en tant que personne qui s'est plus ou moins servi de ce lien parasocial, de qu'est-ce que c'est exactement et de vous rappeler que vous êtes une façon pour les influenceurs de gagner de l'argent. Vraiment, vous êtes leur gagne-pain. Donc ils ont tout intérêt de cultiver ce lien parasocial et de montrer des aspects de leur vie qui vont faire que vous allez avoir de la sympathie pour eux ou de la pitié, parce que parfois ça va jusque là. Donc on va s'en parler aujourd'hui, c'est à la fois un message de prévention et en même temps un partage d'expérience, hein, parce que vraiment j'ai été la personne qui a cultivé ce lien là, sans forcément m'en rendre compte, on va aussi s'en parler. Et maintenant je mets vraiment en garde les gens et j'ai plutôt une vocation à être un peu plus dans la prévention. Parce que je trouve ça important quand même de montrer comment les choses se passent de l'intérieur parce que vous n'avez pas forcément conscience de ça. Qu'on est dans une société qui va de plus en plus mal, où on se sent de plus en plus seul. Les scientifiques arrêtent pas de dire qu'on n'a jamais été aussi isolé que depuis qu'on est ultra connecté. Est-ce que pour autant les réseaux sociaux ont un but de connecter les gens ou est-ce que ça nous enferme pas là-dedans? On va pas partir dans un débat sociologique, on est bien d'accord, mais voilà, mon expérience, ma vie, mon avis, comme d'habitude, les commentaires sont ouverts si vous voulez partager votre propre expérience, votre propre ressenti par rapport au lien parasocial, si vous avez expérimenté des choses, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, tant que tout est fait dans le respect, il n'y a pas de souci. De même que je rappelle, personne anxieuse qui a des TND, donc il y a des choses que je peux dire que vous ne comprendrez pas, ou la façon dont je vais le dire, je vais pas me faire comprendre si je vous blesse, si j'utilise des mots que vous ne comprenez pas, ou des expressions où vous dites mais qu'elle me raconte celle-là. N'hésitez pas à me le dire aussi parce que je me rends pas compte et quand j'ai tort je peux pleinement l'avouer, j'ai pas de problème à me remettre en question. Et deuxièmement je pourrais aussi m'exprimer un petit peu plus longuement par écrit et peut-être nuancer mes propos ou aller au bout de ma pensée, ce que je fais pas forcément dans ces vidéos puisque c'est assez général. J'ai pris des notes en plus de ça aujourd'hui pour pas aller dans tous les sens mais comme d'hab évidemment que je vais partir dans tous les sens, hein. J'avais envie d'en parler avec vous parce que j'en parle régulièrement sans vous dire ce qu'il en est réellement et comment est-ce que ça impacte les gens. Et vraiment, je trouve que les gens sont de plus en plus fragilisés, ont de plus en plus de troubles psy, ou pas forcément, mais juste l'isolement en fait. Ça crée quand même pas mal de choses, on va encore plus se raccrocher en fait à des, notamment vidéos YouTube, parce que là on est sur YouTube, mais on va se raccrocher aux influenceurs et il y a beaucoup de choses qui peuvent ressortir de tout ça, mais aussi des choses négatives et on va aborder tout ça aujourd'hui. Personnellement, la première fois que j'ai entendu parler du lien parasocial, c'était dans une vidéo de Serious North où il parlait qu'un abonné un jour était débarqué de nulle part et il lui avait demandé comment il allait depuis qu'il avait rompu avec sa petite amie de l'époque. Parce que à l'époque, Serious North avait fait une vidéo sur sa rupture et comment il avait vécu cette séparation alors qu'il était avec quelqu'un depuis quelques années. Et en fait, un abonné, une personne qui ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, a fait preuve d'empathie, de compassion envers lui et s'est permis d'interroger sa vie sentimentale comme s'ils étaient proches. Et c'est à partir de là que, alors je ne sais plus comment elle s'appelait cette vidéo, je crois que c'est On n'est pas amis ou quelque chose comme ça, et je reprendrai à peu près le même titre pour cette vidéo, parce que c'est là où je me suis rendu compte de la proximité qu'on pouvait avoir avec les abonnés. C'était après que j'ai eu mon gros truc de genre quand j'ai commencé à percer ou quoi que ce soit, donc c'était bien après, c'était en 2022 je crois quand j'ai vu cette vidéo. Mais il y avait ce truc de waouh, mais en fait j'avais pas conscience de ô combien c'est complexe. Et vous savez quoi, c'est quelque chose qui existe, qui a été plutôt nommé dans les années 50, en 56, j'ai été mener mes recherches et tout les gars, je vous mettrai toutes les sources en barre d'informations, mais il y avait une véritable définition, donc ça s'inscrit dans un domaine de psychologie et de sociologie. La définition qui avait été donnée, c'était le lien parasocial s'inscrit dans une illusion d'interaction réciproque entre un spectateur et une personnalité médiatique. Ça c'était les années 50 les gars.
Aujourd'hui, la définition qui est donnée, c'est une relation à sens unique où un individu développe un attachement émotionnel, de la familiarité ou de l'intimité perçue avec une personnalité publique malgré l'absence de véritable interaction réciproque. C'est-à-dire que quand vous regardez une vidéo de la dame, comme actuellement, ou plutôt dans des vlogs, parce qu'on est plus dans du partage de vie, vous avez l'impression qu'on se connaît et qu'on peut être copine, et que comme on a des choses en commun, et bah en fait ça nous rapproche, et sauf que moi je vous connais pas. Et c'est quelque chose que je dis souvent, je dis vraiment je ne vous connais pas, vous êtes des inconnus pour moi. Il y a des pseudos que je vois régulièrement, et il y a des pseudos auxquels j'ai associé des personnes, et des personnes qui parfois sont même devenues des amis, donc il y a des liens qui sont possibles après, mais vraiment quand il y a 500 personnes qui regardent ma vidéo, je connais peut-être personnellement 10 personnes qui regardent la vidéo, voyez. Et dans les 10, il y en a peut-être que 2 que je vais considérer comme mes amis, sur 500 personnes. Donc quand vous me regardez, je ne sais pas qui vous êtes, je ne vous connais pas, et vous ne me connaissez pas non plus, parce que, vous savez quoi, tout est filmé à un moment donné, et si on garde les choses au montage, c'est qu'on a envie d'accentuer les choses là-dessus. Donc quelqu'un qui fait ouin ouin, c'est pas pour être méchante ou médisante, c'est juste que j'aime bien le terme ouin ouin, ça me fait rire. Mais quelqu'un qui fait ouin ouin à la caméra et qui décide de garder ça au montage, c'est pour susciter quelque chose chez le spectateur. C'est complètement prémédité. Alors peut-être pas le fait de pleurer, quoique avec le drama de Villebrequin, on a vu qu'il y avait plein de méthodes possibles, mais quand on décide de se filmer en pleine crise d'angoisse, ou quand on décide de se montrer alors qu'on pleure, quand on décide de garder ça en fait au montage, et on est bien d'accord que, on va dire 99% des gens font du montage sur YouTube, à part quand c'est des rediffs de live Twitch, et encore il y a des choses qui sont montées, mais autrement vous êtes à tête reposée devant votre ordinateur et vous décidez de garder ce moment-là. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous voulez garder cette part de vulnérabilité? Je vais parler en termes de pleurs parce que c'est quelque chose, c'est une émotion qui va plus nous toucher, avec laquelle on va ressentir plus d'empathie et de compassion parfois, mais quand vous êtes en train de pleurer ou d'exprimer ô combien votre vie elle est difficile, c'est qu'à un moment donné vous voulez vous faire plaindre. C'est qu'à un moment donné vous voulez que les gens en face qui regardent cette vidéo ressentent de la compassion pour vous. Parfois c'est vraiment fait sans être calculé en disant juste bah voilà je veux me montrer entière aux gens et ça fait partie de ma vie d'être vulnérable et de pleurer et c'est ok de pleurer et je suis complètement d'accord avec ce message là. Mais il y a d'autres gens qui vont se servir de ça pour vous manipuler et glisser des messages subliminaux dont vous n'avez pas forcément conscience parce que peut-être que vous n'êtes pas habitué au code, parce que ça reste quand même des réseaux sociaux, et le lien parasocial fait qu'on ferme les yeux sur beaucoup de choses, vous voyez. Peut-être que c'est par rapport à ça, ou peut-être que vous êtes tellement vulnérable, ou vous êtes tellement en empathie avec la personne que vous ne voyez même pas le mauvais côté de la chose, le mauvais aspect de ce qu'il peut y avoir derrière. Je sais que j'ai tendance à beaucoup faire de prévention là-dessus, et les gens qui potentiellement regarderont cette vidéo vont dire elle va encore nous en parler. Mais il y a besoin de sensibiliser parce que il y a trop de dingueries qui se passent sur internet. Là je pense à Booktube, mais vraiment si on élargit ça, le domaine de l'influence, c'est tellement une dinguerie. Dans le sens où avant, quand on voulait être connu, fallait avoir une forme de talent ou de chance ou de contact, ou ça allait être très essentiellement dans la musique ou dans le cinéma, et il faut quand même avoir une certaine forme de compétence artistique derrière. Et il faut travailler, et il faut avoir quelque chose de pénible et de redondant, et vous pouvez pas débarquer sur un plateau de tournage en disant bon bah je vais faire une totale impro, c'est pas comme ça que ça marche. Comme vous débarquez pas en studio pour enregistrer un morceau puis 2 semaines après vous êtes en concert. Il y a quand même cet aspect de travail, et cet aspect de c'est réservé à une forme d'élite, parfois par des contacts, parfois par un facteur chance, parfois peu importe. Peu importe, mais il fallait avoir une forme de talent, on met bien des guillemets là-dessus, mais fallait avoir une forme de talent pour être connu. Maintenant, alors c'était popularisé avec Paris Hilton et avec les Kardashians, mais tout le monde peut devenir influenceur maintenant. Et le problème que ça sous-entend, c'est que n'importe qui peut devenir influenceur, n'importe qui, du jour au lendemain, peut percer sur les réseaux sociaux, avoir son petit quart d'heure de gloire et pouvoir vivre potentiellement de l'influence. Sauf qu'on le sait pertinemment maintenant, tous les biais de négativité sont plus dans les tendances et vont plus attirer le public. C'est-à-dire que si on tourne une phrase à la négative, les gens vont plus avoir tendance à cliquer sur une vidéo quand on est sur YouTube. Si on prend l'exemple de TikTok ou d'Instagram, ce qui fonctionne très bien notamment dans le format vidéo, pour Instagram du coup, c'est d'avoir des hooks, donc d'avoir des effets visuels, d'avoir des phrases accrocheuses, et plus la phrase est tournée négativement, plus vous allez avoir tendance à rester sur la vidéo. Voilà, c'est un biais qu'on a. C'est-à-dire que si je vous dis 5 romans incroyables pour, j'en sais rien, vous faire vous sentir bien, et si je dis vous avez passé à côté de votre vie si vous ne lisez pas ce livre, vous allez dire oh merde,
Je ne peux pas passer à côté de ma vie si je n'ai pas lu ce livre. Elle parle de quel livre? Et du coup, vous avez envie de rester pour savoir de quel livre il est question. Alors qu'avant, je parlais de 5 livres géniaux, mais vous allez pas rester parce que vous êtes là, oui, bah écoute, c'est bien pour elle. On est attiré par ce qui est négatif, on est attiré par les dramas, par tout ce qui va générer une forme de haine. Et c'est horrible, mais on est vraiment, on s'est conditionné comme ça. Peut-être que la société a toujours été comme ça. Franchement, je ne suis pas sociologue et on n'est pas là pour faire un débat là-dessus, mais on est attiré par ces choses négatives et du coup pour rester dans les tendances, pour continuer de gagner de l'argent. Parce qu'il est aussi question de ça, et surtout question de ça, forcément les gens feront tout et n'importe quoi pour être connus et pour rester là-dedans. De même que quand vous avez été connu un jour et que vous avez pu bénéficier notamment de ce lien parasocial, où des gens ont pu vous aduler même pour des choses ridicules, où vous trouvez de la sympathie, ou être compatissant ou empathique avec vous, évidemment vous avez envie que ça perdure. Parce que on aime bien être quand même valorisé dans la vie, on préfère ça plutôt que de se faire descendre en flèche tous les jours de notre vie. Hein. Le problème c'est que ça a amené à de plus en plus de drama, à de plus en plus de haine gratuite. Les réseaux et les réseaux sociaux notamment font que on n'a pas forcément de punition derrière, donc vous pouvez insulter quelqu'un de tous les noms et en fait vous risquez rien, sous couvert de l'anonymat, alors qu'on a tous des adresses IP, alors que c'est très facile de nous tracer, mais il y a une forme d'impunité qui se crée. Et il n'y a pas forcément des plaintes qui sont déposées, et même quand on est dans des formes de harcèlement, c'est très dur de le reconnaître. Les procès n'aboutissent pas forcément, ou sur, j'en sais rien, sur 10 000 personnes qui vous insultent et qui vous harcèlent, il y en a peut-être 4 qui vont être condamnées. 4 sur 10 000, c'est rien. Donc il y a une forme d'impunité quand même sur internet, et les gens sont toujours plus libres, et il y a des réseaux sociaux qui ne font pas de tri, et qui ne suspendent pas des comptes, et qui acceptent tout ça. Donc forcément ça génère encore plus de gens qui restent sur les applications, donc ça génère de l'argent. Donc pourquoi est-ce qu'ils auraient un intérêt de couper ça? Si je vous partage ça, c'est parce que on a un petit peu trop tendance à glorifier des gens qui ne font entre guillemets rien de leur vie, dans le sens où ça ne demande pas un talent ou une compétence particulière. Les gens vont seulement partager leur quotidien et le lien parasocial va faire son œuvre. C'est-à-dire que moi j'admire beaucoup d'artistes, enfin beaucoup, pas tant que ça en fait, mais j'admire des artistes surtout même essentiellement dans le domaine musical. Je sais que parce que on parle de telle ou telle marque, je vais me dire oh là là, peut-être qu'elle utilise ça, ou très basiquement, on va prendre l'exemple de Nespresso et de George Clooney. Si Georgette, barista hyper qualifiée, qui va sélectionner elle-même ses grains de café, vous parle de café à la télé, est-ce que vous allez être attiré par elle, ou est-ce que vous êtes plus attiré par un George Clooney qui boit son petit café avec son petit what else? Parce que c'est George Clooney, les gens se disent ah ça veut dire qu'il aime le café, qu'il recommande cette marque, et ben je veux faire comme lui, ou alors oh ça peut être pas mal. Parce que le domaine de compétence n'a rien à voir avec la popularité. Et c'est ce qu'on voit notamment avec les réseaux sociaux, et c'est là où ça peut être dangereux, les réseaux sociaux, je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est qu'il y a des gens qui sont qualifiés dans des domaines de compétences, mais parce que ils n'ont pas, je sais pas, cette fibre réseaux sociaux, ils ne cherchent pas à être dans les tendances, on va pas les prendre au sérieux et on va croire, j'en sais rien, un go muscu qui vous raconte de la merde en termes de nutrition parce que lui il est comme ça, il est bien bâti, on va se dire ce mec là je dois le croire parce qu'il a un physique, et parce que ce physique je vais lui faire confiance. Il peut pas avoir ce physique là s'il n'a pas des compétences pour. Ça ne veut rien dire. De même que vous avez des coachs sportifs qui sont très bons et qui n'ont pas un physique hyper athlétique, hyper dessiné au couteau et tout, parce que ils ont des compétences pour exploiter le potentiel des gens, on va dire ça comme ça, en tout cas révéler le potentiel des gens d'un point de vue physique, et là pour le coup c'est quelque chose qui se voit, mais lui-même ne l'applique peut-être pas, peut-être qu'il n'a pas la génétique pour, peut-être qu'il n'a pas envie d'avoir recours à des diètes hyper restrictives, j'en sais rien, mais il a les compétences. Mais parce qu'il n'a pas un physique de buffle, on va pas lui faire confiance. Et avant c'est quelque chose qu'on pouvait un peu avoir avec la musculation notamment, mais les entre guillemets vrais, les gens qui étaient dans le milieu savaient qu'un coach ça voulait pas dire, c'est ses connaissances qui est important, c'est pas son physique à lui. Maintenant on a des gens qui décident de faire à un moment donné de la musculation et qui vont vous donner des conseils sur déjà pas faire de différence entre les hommes et les femmes, en sachant que nous on a un cycle hormonal quand même assez particulier, un délire, et de vous dire que en gros vous êtes gros parce que vous ne bougez pas assez, que vous mangez trop. C'est faux. C'est pas aussi simple que ça le corps humain en fait. C'est pas parce que tu manges 300 calories que tu vas brûler 300 calories que ça fait effet inverse. Ce serait bien ça marchait comme ça. Mais déjà, incluez les hormones, incluez toute l'hygiène de vie. Vous avez un sommeil de merde, ça peut pas marcher une perte de poids. Et est-ce que les gens ont forcément envie de perdre du poids, et pourquoi est-ce que les gens ne prennent pas en compte l'aspect génétique aussi, et l'aspect psychologique avec notamment des troubles du comportement alimentaire? Mais non, parce que, j'en sais rien, moi, Georges, le go muscu, il a dit que eh bah, c'est que tu n'as pas assez de volonté et que tu n'as pas ce physique, autrement tu pourras avoir le même physique que moi. Donc ça veut dire que tous les gens ils devraient être bruns avec les yeux marrons. On a tous la même génétique, on a tous le même corps, on a tous le même genre.
Et malheureusement c'est ce qui se passe dans plein de domaines, et vraiment je vous prends la musculation parce que c'est assez véridique, et on le voit, on le voit, des gens qui donnent des pseudo-conseils de trucs où vous perdez, oui, 10 kilos en un mois, mais en fait il y a l'effet yo-yo, et quand vous mettez votre corps trop longtemps en restriction, derrière vous compensez, c'est biologique, c'est physiologique, c'est votre corps est fait comme ça, il est fait pour accumuler des graisses, il est fait pour tout stocker, notamment dans les muscles, et après il va fondre au niveau des muscles avant de piocher dans les graisses. Il est fait comme ça votre corps, il est fait pour vous maintenir en vie. Et c'est pas parce que Georges il fait de la muscu depuis 2 ans qu'il est en capacité d'avoir les connaissances en fait pour s'adresser à un public, mais parce que Georges il est musclé, on va le croire lui, plutôt qu'un diététicien, quelqu'un qui a fait des études là-dedans, ou peut-être un coach sportif qui n'a pas un physique athlétique mais qui est très bon dans son domaine. Et malheureusement, on a aussi ça dans d'autres secteurs, dans l'influence. Et franchement, la maladie mentale, la santé mentale de manière générale, mon combat à jamais. Mais il y a tellement des dingueries qui sont dites. Et malheureusement, les gens vont croire une personne, pas parce qu'elle a des qualifications, parce qu'elle a fait des études, parce qu'elle s'est renseignée, parce qu'elle a bossé son sujet, mais parce qu'elle est populaire. C'est-à-dire que si demain, Georgette... Ouais, on reste dans les mêmes prénoms. Hein. Si demain Georgette, 2 millions d'abonnés, elle dit que si vous mangez des cranberries, vous n'allez plus avoir de dépression, il y a des gens qui vont se dire « Ah ouais, c'est à cause des cranberries en fait que je déprimais ». Il y a des gens qui vont croire Georgette parce que Georgette, elle a une influence et que Georgette, il l'apprécie. Et que Georgette, bah elle, du moment où elle a mangé des cranberries, son moral s'est amélioré. Donc ça veut dire que moi, si je fais pareil, et bah je vais avoir les mêmes résultats. Alors oui, il y a quand même un lien entre l'alimentation et de manière générale l'hygiène de vie et la dépression, c'est clair et net, on le sait que si vos intestins ne fonctionnent pas bien, il y a des choses qui peuvent jouer d'un point de vue psychologique en fait, vous pouvez clairement plus avoir des troubles mentaux comme quand vous manquez de sommeil, mais ça fait partie vraiment de l'hygiène de vie de manière globale. Hein. Mais pour autant, c'est parce que vous bouffez des cranberries que vous allez ne plus être en dépression. Et il y a aussi des gens qui vont faire de la mésinformation sur des troubles, et vraiment c'est horrible de voir des gens qui ne sont pas professionnels, qui parfois sont tellement dans leurs troubles qui ne peuvent pas faire preuve d'objectivité et qui donnent des conseils ou qui se permettent de juger d'autres personnes, et vraiment c'est inadmissible. Déjà parce que tu t'adresses potentiellement à des gens fragiles, tu fais de la mésinformation et t'es dangereux en fait. C'était ma petite parenthèse pour vous montrer ô combien tout est artificiel, tout est faux, et que les gens ont trop tendance à croire quelqu'un parce que ils ont de la sympathie pour eux, ou ils se disent parce que cette personne est suivie par plein de gens, ça veut dire qu'elle est importante et qu'il faut la croire. Je partage pas forcément ce point de vue là, mais c'est une réalité qui existe, et évidemment que des gens se servent de leur influence pour faire des choses positives, et je suis bien d'accord là-dessus, mais il y a aussi un aspect marketing derrière, et il y a des prises de position, des prises de parole qui n'ont pas à être faites parce que ça risque de nuire à leur carrière, alors que c'est indépendant de ce qu'ils peuvent penser. Et c'est là où on va peut-être plus différencier des artistes, avec guillemets, des influenceurs. C'est comment est-ce qu'ils vous incluent dans leur quotidien et qu'est-ce qu'ils font qu'ils gardent ou pas une distance. De manière générale, les artistes, des gens qui sont chanteurs, acteurs, etc., c'est dans ce truc artistique, ils essayent de servir leur carrière et ils vont pas trop prendre de position pour pouvoir plaire à un maximum de gens. Là où, quand vous êtes influenceur, encore une fois, n'importe qui peut l'être. Et la différence entre vous, qui ne créez peut-être pas de contenu, et moi, c'est qu'à un moment donné, moi j'ai décidé de prendre une caméra ou un téléphone ou peu importe, et que j'ai décidé de me filmer et de le mettre sur internet. C'est la seule différence entre vous et moi. Vraiment, le lien parasocial, il peut faire des choses incroyables parce que ça permet à des personnes, moi vraiment si je me suis mise sur les réseaux, c'est parce que, alors déjà je suis habituée des réseaux sociaux depuis longtemps parce que je suis sur internet depuis très longtemps. J'étais adolescente quand j'étais dessus, j'écris des histoires sur internet, après Twitter a fait une percée aux États-Unis, j'étais en mode oui bien sûr je veux suivre les Jonas Brothers avec mes copines donc on va tous débarquer sur Twitter. Tout le monde était sur Facebook mais nous on était dans notre petit réseau en train de fangirler sur les Jonas Brothers, voilà, c'était l'époque. Après il y a One Direction, c'était en mode vas-y on fangirl sur One Direction, mais c'était une niche et du coup j'ai toujours été sur les réseaux, et après quand je me suis intéressée un peu plus à la lecture, en tout cas j'ai commencé à vraiment carburer en termes de lecture, que j'ai vécu seule chez moi. On va peut-être faire un petit reminder de comment j'en suis venue à faire des vidéos et comment j'ai découvert Booktube. Donc il y a moi qui vis chez mes parents à la campagne, je n'ai pas le permis, je vais travailler, je décide de m'installer en ville dans mon premier appartement, j'ai 22 ans je crois. Et je suis toute seule, et les 2 premiers mois je suis en mode vas-y je mets la télé en fond sonore, j'écoute de la musique avec mes écouteurs, j'ai mon petit chat, et après le temps est long et tu bascules sur YouTube et tu vois que des gens ont une passion commune avec toi qui est la lecture. Donc tu trouves ça trop cool. On était en 2016 je crois. Non attendez ça va faire 10 ans donc non on était en 2015 les gars. On était en 2015, je tombe, je ne sais plus si c'était sur Margot ou sur Nina à l'époque, mais sur l'une des deux. Je vois qu'on a les mêmes goûts littéraires, qu'on aime les mêmes choses, qu'elle parle de bouquins que j'ai déjà lus, et je me dis mais en fait on a le même habitude, c'est trop bien.
Et ces personnes me disent ah bah tel bouquin ça me fait penser à telle saga, du coup je vais lire ce même bouquin. Il y avait beaucoup de young adult à l'époque, c'était il y a 10 ans les gars. Et forcément il y a le lien parasocial qui s'installe en disant oh elle est trop cool Margot, parce qu'on lit la même chose, on a le même mood. Moi j'ai toujours vu le renard comme un animal totem, il s'avère que Margot aussi. Margot qui est rousse, en tout cas qui fait des colorations rousses, je suis au bord, donc c'est en mode vraiment mais on est pareil. Et après il y a aussi ton cerveau qui décide de faire une association d'idées, de te dire oh là là, ma bestie. Mais en soi je ne la connaissais pas, juste j'étais toute seule et j'avais consommé beaucoup de contenu booktube parce que j'étais seule chez moi et que j'avais des gens qui parlaient de choses qui m'intéressaient. Et pour une fois j'étais plus toute seule en train de lire dans mon coin, j'avais des gens qui lisaient les mêmes choses que moi et qui me recommandaient des bouquins qui pourraient m'intéresser. Et je trouvais ça trop cool parce que quand j'allais en librairie, je pouvais avoir les avis des libraires mais c'était pas forcément leur genre préféré, le young adult, ou alors ils allaient être intéressés par des genres qui m'intéressaient moins à l'époque, notamment tout ce qui allait être romance young adult. Et moi j'étais beaucoup plus sur des dystopies, sur du fantastique, j'adore le fantastique young adult, je le dirai jamais assez. Et là d'un seul coup j'avais des gens qui aimaient les mêmes choses que moi. Et même quand c'était des choses que j'aimais pas spécialement, parce que je faisais confiance à la personne, j'allais y aller en me disant bon, on laisse une chance. Des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Et même des bouquins qui avaient tout pour me plaire sur le papier ne m'ont pas plu. Vraiment, je savais qu'on pouvait gagner de l'argent sur YouTube. Déjà, les conditions, je sais pas si c'est toujours les mêmes d'ailleurs, parce que je me suis pas renseignée. Les conditions pour être monétisé, fallait avoir plus de 1000 abonnés, fallait avoir un certain nombre de vues. Et c'était pas, enfin vraiment j'ai jamais voulu avoir ma propre entreprise parce que si tu veux vivre de l'influence faut créer sa propre entreprise. Moi je ne peux pas être mon propre patron, je n'ai pas cette discipline qui fait que j'arriverai à m'imposer des choses. J'ai une santé mentale pourrie, donc je me dis dans les moments où j'irai pas bien j'ai zéro garantie, je n'aurai pas d'argent et je devrais me débrouiller ou je devrais compter sur l'argent des abonnés et c'est hors de question de faire appel à leur pitié. Et j'ai pu le faire à un moment donné et j'en avais même pas conscience. Mais c'est pour ça qu'après mon cheminement de pensée a changé et c'est pour ça que maintenant j'ai assez de recul pour vous parler de ces choses-là et notamment du lien parasocial. Mais c'est vrai que j'ai commencé en me disant juste je suis toute seule à lire autour de moi. J'ai envie d'en parler avec des gens qui ont ton âge et qui te ressemblent et qui ok potentiellement aiment la lecture mais aiment aussi peut-être les mêmes groupes que toi, aiment aussi voyager comme toi, aiment des choses un peu différentes. Vraiment quand tu débarques en... ouais j'ai débarqué en 2017 je crois à faire moi-même du contenu, j'avais pas du tout d'inspiration de me dire, j'avais pas du tout d'aspiration à vouloir être connue, à ce que ça fonctionne, à potentiellement pouvoir quitter mon travail pour professionnaliser tout ça, ça a jamais été mon objectif. Et c'est aussi pour ça que les trends, les machins qui fonctionnaient bien, ça m'intéressait pas et ça m'intéresse encore moins maintenant parce que je préfère largement ma liberté et avoir un truc de c'est cool. Justement ce lien parasocial est très cool, vraiment j'apprends plein de choses des gens, parfois ça donne lieu à des amitiés et ça donne lieu à des belles choses. Mais c'est vrai qu'il y a un versant et le versant, on va s'en parler petit à petit. J'ai commencé sur les réseaux de manière complètement innocente alors que maintenant, notamment avec TikTok qui est quand même bien plus facile d'avoir un contenu rémunéré puisqu'il faut avoir 10 000 abonnés et avoir des vidéos qui font plus d'une minute pour pouvoir être rémunéré. Si vous faites certains sujets, si vous suivez certaines tendances, si vous postez énormément de contenu, vous avez plus de chances d'être mis en avant alors que sur YouTube il n'y a pas forcément cette facilité là. Comme Instagram, il y a aussi des codes, il y a des algorithmes, il y a des choses, on va pas parler de tout ça, mais c'est plus facile de percer sur TikTok que de percer sur YouTube, notamment. Les formats longs, ça fonctionne de moins en moins aussi, les rémunérations sont minimes avec AdSense, avec Google, par rapport à ce que peuvent générer des vues sur TikTok. Faut aussi garder ça en tête. C'est vrai que j'ai commencé avec cette innocence de me dire, déjà de base je voulais parler d'écriture sur internet parce que je voyais personne qui crée de contenu autour de l'écriture, je disais c'est con quand même, on est plein à aimer écrire, c'est une activité très solitaire l'écriture comme la lecture et personne n'en parle. Du coup j'ai débarqué sur YouTube pour parler principalement d'écriture et un peu de lecture. Et petit à petit ça a basculé à je parle beaucoup de lecture et un petit peu d'écriture, voire même des moments où je ne parle pas d'écriture parce que je n'écris pas et que j'ai pas de projet en cours, mais c'est resté, enfin je me suis beaucoup plus spécialisée dans Booktube parce que je consommais Booktube, parce que je lisais beaucoup et que j'avais envie de partager ça avec des gens et que des gens me conseillaient des bouquins donc c'était trop bien et t'as ce lien là. Et vraiment c'était complètement innocent. Et en 2020, Covid oblige, moi je l'avais décidé de faire des vlogmas. Ce que j'avais pas anticipé, c'est qu'on allait être confinés. Mon problème à moi, c'est que je suis soignante, donc je n'ai pas été confinée. J'ai été travailler, je crois que j'ai fait genre 21 vidéos sur 31 jours. Donc j'ai quand même réussi
en sachant qu'à l'époque je travaillais en 10 heures, donc sur 12 heures d'amplitude horaire, donc quand je travaillais je ne pouvais pas te faire de vidéo, par contre quand j'étais off j'avais ma journée entière, donc je tournais, je faisais ma petite vie, donc j'écrivais, je lisais, je parlais avec des gens, et après je montais les vidéos, je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir le rythme, mais j'ai fait tout ça, et de faire des vidéos régulièrement, en plus de ça, et j'en avais pas conscience à l'époque parce que moi je taffais, donc ma vie n'avait pas changé quoi, à part il y avait personne sur la route, et ça me faisait peur d'être toute seule dans ma ville fantôme, mais autrement mon quotidien n'avait pas changé. Au travail oui, mais le fait d'aller au boulot, de faire mes courses une fois par semaine, et rien n'avait changé dans ma vie parce que moi mon quotidien était le même. Ce que j'avais pas compris et anticipé, et je pense que personne n'avait pu anticiper ça, c'est que tout le monde s'est mis à aller sur Twitch, à aller sur YouTube parce que les gens s'ennuyaient chez eux et avaient besoin aussi d'un lien social, et du coup lien parasocial. Et c'est là où ma chaîne a commencé à plus fonctionner. J'avais aussi des amis à l'époque qui avaient des chaînes qui fonctionnaient aussi, donc par pure amitié pour le coup, il y avait un réseautage qui s'est fait. Ces personnes par la suite on s'est éloignées, c'est comme tout dans la vie, il y a des va-et-vient. Il y a du copinage sur internet pour servir les intérêts des uns et des autres, il y en aura toujours. Il y aura toujours du réseautage, il y aura toujours des gens qui vont faire des vidéos collaboratives, vraiment dans un but de on se partage nos abonnés, entre guillemets. Ça se fait beaucoup plus dans le divertissement et c'est un peu plus accepté, en mode on peut faire une collab ensemble, genre vraiment on fait une vidéo ensemble sans être amis, sans être proches ou quoi que ce soit, vraiment pour attirer des vues et des viewers, alors que pour Booktube c'était peut-être moins commun, mais sachez que ça existe. Et vraiment j'ai vécu l'hypocrisie sur Booktube, c'était en 2021 pour le coup, et vraiment des gens qui ne m'ont jamais parlé, qui ne me connaissent ni d'Eve ni d'Adam, qui débarquent d'un seul coup parce qu'en fait je suis copine avec des gens qui ont une forme d'influence, une certaine influence et qui parlent de moi. Tu les vois bien débarquer, j'étais en fait oh là, c'est pas possible, cette personne là qui est tellement fausse, elle vient me voir moi. Vraiment t'as un radar pour ça à un moment donné. J'étais là non, c'est pas vrai. Si. Et ça a été le cas pour des copines en mode oui ça vient se rapprocher de toi pour créer une forme d'amitié superficielle, en mode mais bien sûr que oui, mais bien sûr qu'on est pareil, on s'adore, on est du même milieu, on a à peu près plus ou moins le même nombre d'abonnés à 2000 ou 3000 près, donc bien sûr qu'on est fait pour s'entendre. Et au moment où tu crois que c'est une vraie amitié, les gens partent. Et j'ai vu des amis subir ça, j'étais en mode mais j'avais tellement prédit, tu ne te rendais pas compte, et même quand je t'ai mis en garde. Mais et oui, ça m'arrive aussi de voir des gens qui ne me parlaient pas, et parce qu'ils ont appris que j'étais amie avec telle ou telle personne, c'était en mode ah Pauline, coucou. L'hypocrisie, ça existe même sur Booktube, sur BookTok j'ai l'impression que c'est encore pire, mais moi je reste éloignée de ça donc je ne vais pas parler de ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, et en 2021 j'ai vraiment déchanté parce que déjà j'avais une santé mentale pourrie, c'était une période très compliquée dans ma vie, mais vraiment des gens toxiques comme ça, des gens méchants, des gens manipulateurs, waouh. Et quand ces mêmes gens sont suivis par d'autres et que t'es en mode putain je peux pas donner des noms, autrement on risque de m'accuser de diffamation alors que... Mais c'est vraiment, d'ailleurs c'est pour ça que les gens disent pas les noms, c'est juste pour des peurs de craintes judiciaires derrière, mais il y a tellement d'hypocrisie, et vraiment comme c'est un univers du livre, comme c'est une petite communauté par rapport à d'autres communautés comme le maquillage ou le lifestyle, on a tendance à se dire mais non ça n'existe pas, et vraiment quand vous le vivez ça fait bizarre, parce que même toi tu te dis ah bah non c'est des gens vrais, on aime les mêmes choses, évidemment qu'on peut devenir amis. Donc on n'a pas tous la même vision de l'amitié, et que on veut pas forcément servir les intérêts des gens, et ouais c'est assez ironique comme situation. De même que j'ai pu être mise en avant par des personnes qui ont une forme d'influence, et bien sûr que c'est sympa d'avoir l'attention des gens et d'avoir des gens qui viennent te voir pour suivre ton contenu et qui peuvent se dire ah tu me fais penser à telle ou telle personne, bien sûr que c'est gratifiant, mais pour autant c'est pas ce qu'on recherche, en tout cas c'est pas ce que je recherche, parce que j'ai parlé de mon cas. Et pour continuer sur cette idée de lien parasocial, revenons à cette année 2021, parce que c'est là où à l'époque je n'ai pas réalisé, maintenant je réalise. C'est là où j'étais le plus fragile mentalement, puisque j'étais en pleine dépression, j'avais des troubles anxieux, enfin je pouvais même plus sortir de chez moi, je tombais à nouveau dans l'anorexie et dans la boulimie sans même m'en rendre compte, c'est-à-dire que non, manger 800 calories par jour à peu près, c'était à peu près ce que je peux quantifier avec ce que j'avais, en sachant que je faisais 1 heure de sport par jour. Voilà, en soi je mangeais ce que je voulais, le problème c'est que je mangeais pas beaucoup parce que j'avais pas beaucoup d'appétit et que j'allais pas bien et que je ne dormais pas, et que plutôt que de prendre soin de ma santé et de m'isoler et de me dire je fais un break, je me suis filmée. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Tout simplement parce que à l'époque je ne réalisais pas de ô combien j'allais mal déjà, et je n'étais pas en capacité de me protéger de moi-même, parce que mine de rien quand vous êtes en dépression, vos fonctions cognitives sont altérées.
Et oui. Et les gens n'aiment pas quand on dit ça parce que c'est en mode non mais j'ai complètement conscience des choses, non tu peux être un danger pour toi-même, donc non tu n'es pas complètement autonome. Et vraiment si ton cerveau fonctionne différemment à cause d'une maladie mentale telle que la dépression, non tu n'es pas en capacité d'avoir toutes tes fonctions, enfin toutes tes fonctions cognitives ne sont pas efficaces. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais non tes fonctions cognitives sont altérées, ton jugement est altéré et t'as plein de choses où tu n'as pas conscience de ce que tu fais. Et clairement à l'époque je n'avais pas conscience de ce que je faisais et j'avais déjà pu partager entre guillemets ma vie sur les réseaux en mode Twitter à l'époque, genre vraiment en mode je vis une mauvaise période et tout, vraiment tout le monde racontait sa vie un peu n'importe comment. Donc pour moi il n'y avait pas de différence entre ce que je pouvais raconter et maintenant que j'étais plus ou moins connue, que j'avais de l'influence. Je n'avais pas réalisé l'influence que je pouvais avoir. Et c'est là où j'étais vraiment en mode j'étais la personne toxique que je ne pensais pas être. Et c'est en ça que je trouve important d'en parler, c'est que j'avais pas réalisé du lien parasocial et de ce que ça impliquait chez les gens, parce que moi je comprenais le truc de c'est une relation à sens unique. Je partage des moments de vie, je fais de la prévention pour les gens. J'étais absolument pas habilitée à faire de la prévention à ce moment-là, mais je croyais être en capacité de le faire, et j'ai partagé des moments de vie. Est-ce que je les regrette? Je ne pourrais pas revenir en arrière pour changer ça. Est-ce que demain si je reviens à un épisode pareil, je ferai la même chose? Évidemment que non. Genre vraiment t'apprends de tes erreurs à un moment donné. Mais c'est vrai que j'ai cette période là où en fait tu partages plein d'éléments de ta vie et tu vois pas le problème, et quand tu prends du recul et quand le temps passe et quand tu sors justement de ce brouhaha mental dans lequel te plonge la dépression, tu te dis j'aurais peut-être pas dû en fait partager toutes ces choses là, parce qu'il y a de ce qui est l'ordre de privé que je décide d'afficher sur les réseaux et il y a ce qui s'appelle l'intimité. Et là j'ai fait rentrer des inconnus dans mon intimité, j'ai fait rentrer des inconnus dans des moments de ma vie, dans des pensées que je pouvais avoir, et bien sûr que c'est important de sensibiliser sur les troubles mentaux. Je le répéterai jamais assez, vraiment c'est mon corps de métier déjà, d'un point de vue professionnel. C'est quelque chose que j'ai étudié, que j'apprécie, donc je me renseigne encore plus, et en même temps j'ai subi ça, donc j'ai ces deux facettes là, et vraiment c'est mon combat de sensibiliser les gens et de lever le tabou sur les troubles mentaux, sur les TND, sur toutes ces choses là. Mais quand tu es en plein dedans, tu n'es pas la meilleure personne pour en parler, tu n'es pas la mieux placée pour évoquer le sujet, surtout que tu ne peux pas prendre de distance puisque tu es en train de le vivre. Tu peux pas prendre du recul et te dire qu'est-ce que je suis en train de faire. Et ça j'en ai pris conscience après, et c'est là où je me suis dit mais c'est bizarre hein. Et à l'époque je m'étais séparée de mes amis. Il y avait eu plusieurs ruptures amicales, et notamment dans le lot il y a une de mes amies à qui j'ai reparlé par la suite, je pense qu'elle verra cette vidéo, et elle m'a dit quelque chose qui m'a fait du bien et qui m'a fait vraiment prendre conscience des choses, c'est tu n'es pas responsable du comportement des autres. Sauf que je n'avais pas non plus conscience de ce que peut apporter l'influence, et même quelque chose de négatif, où quand tu partages ton quotidien, les gens vont s'attacher à toi et ils vont vouloir te défendre. Et j'avais pas pris conscience que des gens allaient vouloir me défendre, même quand je leur demandais pas de le faire. Et c'est pour ça que des fois t'as des gens qui vont se sentir personnellement attaqués quand on s'en prend à leur influenceur préféré ou à leur artiste préféré, parce que eux ils ont ce lien parasocial avec cette personne, et ils se disent bah non, en plus elle est pas en capacité de le faire, donc faut qu'on la défende, et c'est pas normal, et on devrait pas te dire ça. Tu deviens toxique sans même le vouloir, parce que tu apprécies tellement cette personne, tu la glorifies tellement, que tu feras tout pour la protéger. Sauf que des fois elle te le demande pas. Et si elle te demande, tu devrais avoir conscience que cette personne est fragile et que c'est pas lui rendre service. Et vraiment à l'époque on m'a pas rendu service en voulant prendre ma défense, parce que en fait ça a juste blessé d'autres gens. Et c'était pas du tout mon but de blesser des gens, mais malheureusement c'est ce qui s'est passé. Alors si vous étiez pas à l'époque, vous savez peut-être pas de quoi je parle, et tant pis je vais pas remettre du contexte sur tout ce qui s'est passé, mais c'est aussi, alors c'est pas un mea culpa parce que de toute façon j'ai été voir les personnes que je voulais voir pour présenter mes excuses, des fois j'ai eu des réponses, des fois pas, il y a des gens que je veux plus dans ma vie quoi qu'il arrive, et c'était une période, c'était il y a 4 ans les gars, donc heureusement que j'ai évolué, que j'ai avancé dans ma vie et que y a une forme de rédemption quand même qui s'applique, mais c'est vraiment avec les années que j'ai pris conscience de combien le lien parasocial était toxique. Et on va en parler par rapport à vous aussi, parce que vraiment c'était une époque une période où j'allais mal, et j'avais des gens qui venaient me voir en DM sur Instagram, donc moi de manière principale, de manière générale, oui je faisais du vlogging, mais il y avait genre 70-80%, non on va dire 70% de bouquins et 30% de blabla de ma vie, mais dans mon blabla il n'y avait pas que des choses négatives en mode oui alors je suis dans mon lit et je me sens pas bien, ou alors bah là j'ai fait ma séance de sport, wouh c'était trop bien, mais en fait maintenant je suis explosée et j'ai juste cette routine là, parce que de même j'avais juste besoin de ma routine de je me lève,
je me couchais très tard, donc c'était je me lève, je fais mon sport, je vais bronzer dehors, je me douche, je vais bouquiner, c'était ça mon quotidien, et je filmais ça. Je me souviens, c'était notamment en été où j'avais fait essentiellement ça. Pareil, je me filme pas en train de paniquer comme une folle, parce que quand je suis en pleine période de crise d'angoisse, déjà je ne pense pas me filmer. Et quand bien même la caméra sera en train de tourner au moment où je fais ma crise d'angoisse, jamais je mettrai ça sur internet, parce que ça n'a pas lieu. Et je vais pas dire à chaque fois, bah là il m'est arrivé un truc pas cool, là j'ai vécu ça. J'avais quand même un minimum encore, plus ou moins de recul, où je montrais pas tout, parce que je savais que ça n'avait rien à faire sur internet, et que, entre guillemets, je m'assumerais pas au fil des années. Mais il y a des gens qui ont besoin de montrer ça, peut-être que ça leur fait du bien, peut-être qu'ils veulent de la compassion envers les gens, franchement je suis pas dans leur tête et je suis pas là pour les juger non plus, mais quand tu ne vas pas bien psychologiquement, ça veut pas dire que t'as pas le droit d'exister, t'as pas le droit d'en parler, c'est surtout que tu ne dois pas donner des conseils alors que tu es dans un état de détresse, et tu dois pas valider des propos ou invalider des propos sous prétexte que ça ne t'arrive pas à toi. Vraiment en dépression, j'ai continué de faire mon sport tous les jours. Est-ce que pour autant, quand tu fais ton sport et que tu arrives à garder une routine, ça veut dire que tu n'es pas en dépression? Non. Il y a des critères de la dépression, il y a le DSM-5 qui existe pour ça, mais bref, je vais pas m'étendre sur ce sujet, parce qu'après ça risque de partir au règlement de compte avec certaines personnes que j'ai en tête, et c'est vraiment pas l'objectif, mais en termes de lien parasocial, quand tu es au plus bas, que tu vas mal, que tu dis aux gens que tu ne vas pas très bien, et que tu es en arrêt, et que tu es sous antidépresseur, et que je donne pas le nom des molécules, parce que ça aussi je veux pas que les gens disent « Ah bah moi j'ai eu tel effet avec tel traitement, c'est très bien Georgette !» Mais tu sais quoi, il existe 3 catégories déjà d'antidépresseurs. Donc avant de faire le tour de 3 catégories et de tous les traitements dans ces 3 catégories, il y a de la marge. Genre vraiment vous avez une vie entière pour faire le tour de tous ces traitements. Ils agissent différemment, j'ai pu prendre certaines molécules à certains moments, ça m'a fait beaucoup de bien, et à d'autres moments la même molécule ne m'a rien fait. Et il y a des molécules qui me font vraiment du mal. J'ai dû notamment prendre une de ces molécules pour un traitement de fond pour mes migraines, ça m'a fait vriller. Jamais un traitement m'avait fait vriller comme ça. Pareil, j'ai pris des anxiolytiques, je sais les molécules que je prends, maintenant je peux en parler en privé avec certaines personnes qui connaissent en fait, qui connaissent déjà les traitements, mais j'en parlerai pas publiquement parce que j'ai pas envie non plus que les gens ils aillent voir un médecin en disant moi il me faut telle molécule parce que ça marche chez Georgette. Oui, mais ce qui marche chez moi ne marchera pas forcément chez vous. On rappelle que le traitement principal pour une dépression, c'est la thérapie. Ce n'est pas les traitements, c'est l'OMS qui le dit, hein, ça sort pas de nulle part, je vous mettrai les sources en barre d'informations. Mais je trouve ça important quand même de parler de dépression parce qu'on va sensibiliser un petit peu et ça va faire écho après à ce que je vais dire en termes de lien parasocial. La dépression, pour s'en sortir, la première intention c'est la thérapie, notamment la TCC, donc la thérapie cognitivo-comportementale, qui se fait avec une psychologue clinicienne, donc quelqu'un qui a un bac plus 5 en psychologie, vous voyez. Et les traitements, moi je pars du principe que tu as un cancer, tu vas avoir un cancérologue, tu as un problème psychiatrique, tu vas avoir un psychiatre. Je sais que c'est pas si facile que ça, j'ai eu plein de psychiatres dans ma vie qui étaient chaotiques, je le sais. Donc des fois les médecins traitants, surtout que si vous suivez depuis longtemps, peuvent gérer un épisode dépressif modéré, léger voire modéré. Quand on est dans la dépression sévère, c'est clairement pas son domaine en fait. Je sais que c'est compliqué de trouver des psychiatres, maintenant on a de la chance, on est Doctolib, on a plein de plateformes comme ça où vous pouvez me consulter, enfin vous pouvez téléconsulter même quelqu'un qui se trouve à l'autre bout de la France. Et je sais que tous les thérapeutes ne sont pas bons, je le sais, genre vraiment, ne prêchez pas une convaincue. Mais à un moment donné, il faut aller voir des gens dont c'est le travail, qui peuvent prendre du recul. C'est pas parce que tu sais un traitement 1 mois que ça veut dire qu'il fait pas effet. On rappelle, les antidépresseurs, ça commence à faire effet au bout de 2-3 semaines. Ça dépend des gens, ça dépend des molécules, encore une fois. Et ça commence à être vraiment efficace au bout de 2-3 mois. Si t'as pas essayé 2-3 mois, tu peux pas avoir le recul nécessaire. Et on rappelle encore et toujours, la thérapie est l'intention première. Et oui, et c'est la TCC. Donc la TCC, c'est littéralement comment est-ce que tu vas, comment est-ce que tu te sens, qu'est-ce qui te handicape et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble sur le sujet. C'est pas vous êtes assis sur un canapé en train de vous raconter votre vie. C'est pas ça, on parle pas de votre petite enfance à aujourd'hui. C'est on dit aujourd'hui tu es comme ça, qu'est-ce qui te handicape, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à avancer et comment ensemble, avec le lien avec ta psychologue, tu arrives à faire en sorte d'aller un petit peu moins mal jusqu'au moment où tu iras bien ou mieux déjà. Et c'est un travail à faire sur soi, et c'est pareil, ça demande des moyens financiers, on est bien d'accord, et ça demande aussi des moyens émotionnels et psychologiques, et certaines personnes ne sont pas prêtes en fait à faire des thérapies et à s'en sortir. Et ça veut pas dire qu'ils se complaisent dans leurs valeurs, etc., parce qu'il y a beaucoup trop ce raccourci qui est fait, c'est juste qu'à un moment donné, t'es fatigué par la vie et t'as plus envie de faire d'efforts parce que t'en as marre, parce que les choses n'évoluent pas et tu te dis mais en fait je suis condamnée. Non, tu n'es pas condamné, genre vraiment tu n'es pas condamné, ça se soigne la dépression, c'est pas de la schizophrénie. Il n'y a pas... Vraiment, si vous êtes schizophrène, vous serez schizophrène toute votre vie. Dépression, non. C'est pas quelque chose qui ne se soigne pas. Ça se soigne. Peut-être que tu y es depuis 20 ans et que tu crois que c'est sans fin et que tu arrives dans un cas de dépression
tellement... Alors la chronicité c'est à partir de 3 à 6 mois, donc bon, dépression par définition est chronique. Ça fait tellement longtemps que tu vis une situation, tu crois qu'il n'y a pas de fin et que tu es condamné à être dans cet état, alors que techniquement parlant, il y a très peu de personnes qui, avec un bon suivi psychiatrique et psychologique, ne s'en sortent pas. Le problème c'est que les gens n'ont pas forcément les deux. Il faut aussi avoir un entourage derrière, on est bien d'accord. On va pas parler des cas particuliers, mais sachez qu'à l'époque, j'étais en dépression, que j'allais très mal et que j'avais des gens qui, parce que j'avais partagé le fait d'être en dépression et d'avoir des troubles anxieux, j'avais des gens qui débarquaient dans mes DM sur Instagram pour me raconter leur vie et leur trauma. Sauf que moi je suis en mode ok, j'ai filmé cette vidéo il y a 4 jours, je l'ai montée, alors j'ai fini de la filmer parce que je faisais des vlogs, j'ai fini de la filmer il y a 4 jours, j'ai fait le montage il y a 3 jours, là il y a une personne qui débarque de nulle part et qui me raconte sa vie. Sauf que la personne elle croit que parce que j'ai partagé des choses de ma vie, on est copines et on est en mode partage d'expérience. Donc j'avais des gens qui débarquaient dans mes DM, ça m'a fait sourire, parce que j'en parlais hier avec une copine qui me disait bah, tu sais que ça m'est arrivé aussi. Et vraiment c'est traumatisant. Quand toi tu débarques sur Instagram en mode l'esprit complètement vidé et que tu as des gens qui te racontent leur vie et leur trauma. Parce que c'est pas en mode ah j'ai été me chercher du pain, c'était trop bon cette boulangerie, je sais pas si t'en as vers chez toi. Ou t'es un peu genre ça sort de nulle part et je comprends pas trop parce qu'en fait moi je ne te connais pas. Toi tu me connais à travers mes vidéos mais tu ne me connais pas personnellement et tu me racontes un truc comme ça. C'est un peu bizarre, vous voyez, il y a des gens qui viennent me raconter leur vie, je suis un peu en mode mais on n'est pas amis. Et je suis un peu en mode genre d'accord. En soi c'est un peu bizarre et je veux voir comment je gère la distance par rapport à ces gens là, mais en soi c'est pas méchant. Et quand les gens venaient me raconter leur vie, je sais que ça partait pas de la méchanceté, sauf que quand tu te lèves à 10h, 11h à l'époque, et que tu arrives sur Instagram et que tu as des gens qui te racontent leur viol, qui racontent comment ils ont tenté de mettre fin à leur jour, parce que oui ça allait jusque là, c'est vraiment j'avais le droit au trauma des gens. Et moi je suis en mode je vais pas bien, je suis en dépression, j'ai un trouble anxieux généralisé, j'ai une phobie sociale, et t'es en train de me raconter comment est-ce que t'as subi, enfin tout ce que t'as subi dans ta vie. Mais en fait je suis pas thérapeute et vraiment j'étais en mode les gens ils me prennent pour qui. Et à l'époque j'étais alors dans une forme d'empathie parce que je suis soignante. Un peu mon défaut, mais j'ai ce truc de bah en fait je vais pas rejeter une personne parce que je sais qu'en face c'est une personne qui est fragile, qui a besoin d'attention, qui a besoin d'aide, et que si elle me partage ces choses là c'est parce qu'elle ne va pas bien et qu'elle n'a personne à qui se confier. Sauf que moi, autant quand je suis au boulot, je peux avoir des situations de vie vraiment dramatiques. Mais déjà, j'ai déjà entendu des situations de viol, j'ai déjà lu des histoires de vie de gens et je suis en mode... Comment on avance avec ça? J'ai eu des confessions de gens qui me racontent des trucs, je suis en mode mais... Tous les malheurs du monde leur est tombé dessus, genre vraiment à un moment donné, voilà. Mais j'ai ma blouse et je suis dans un espace qui n'est pas mon espace personnel puisque je suis au travail, dans une structure, parce que moi je travaille en structure, et je suis conditionnée à pouvoir potentiellement entendre ce genre de choses. Et moi je vais être dans une écoute active, potentiellement je vais tenir la main de la personne, avoir un contact avec elle en mode ok tu n'es pas seule, mais je vais rediriger les gens et je vais être là bonjour le docteur, en fait ce serait peut-être bien de mettre tel ou tel traitement en place parce que là elle m'a dit ça. Je vais faire des petites transmissions pour mes collègues en leur disant aujourd'hui madame D m'a confié nanana, comme ça ils sont au courant de la situation et au niveau psychologique voilà ce qui se trame, et après on va faire un lien avec une psychologue, donc quelqu'un qui a fait des études en psychologie pour venir parler à cette personne. Parce que je peux écouter les gens, je peux leur apporter mon soutien et mon empathie au travail, mais quand je suis chez moi dans mon espace personnel, dans mon appartement en train de vivre ma vie et en étant pas bien psychologiquement et d'avoir quelqu'un qui me raconte ses malheurs alors que c'est même pas une amie, il n'y a pas de lien en fait, c'est à sens unique, c'est elle qui croit qu'on est amis ou qui a cette impression d'intimité avec moi alors que c'est pas réciproque, hein, vraiment moi j'étais la fille dans l'écran et elle a cru qu'elle était, enfin elle a cru, il y en a eu plusieurs hein. Mais vraiment j'en suis une personne, j'étais vraiment en mode ok, je commence à moitié à paniquer parce que j'étais en mode mais qu'est-ce que je suis censée répondre à ça parce que j'ai quelqu'un en détresse devant moi, mais moi-même je suis en détresse. Donc à part lui dire bah j'entends, t'as pas eu une vie facile, je te conseille plutôt de te tourner vers une professionnelle, vers quelqu'un qui sera habilité à t'apporter des vraies réponses parce que je sais pas quoi te dire d'autre. Si jamais il y a des ressources qui sont gratuites, je parle beaucoup du CMP, donc du centre médico-psychologique, parce que c'est une ressource qui est gratuite, il y a des délais d'attente, on est bien d'accord, mais il y a quand même des professionnels qui sont plus ou moins disponibles, plus ou moins bons, on est bien d'accord aussi, ça dépend des gens, ça dépend des structures, ça dépend des professionnels que vous rencontrez et de vous aussi, parce que des fois ça fait juste pas d'un point de vue humain. Et vraiment, c'est un truc qui m'a toujours fait peur et au travail j'étais hyper attentive là-dessus, c'est que je ne veux pas tomber dans un syndrome du sauveur en mode non mais je peux prendre toute la misère du monde sur mes épaules
épaules et tout encaisser et soutenir les gens et être là pour eux. Non, non, c'est pas mon domaine de compétence, je ne suis pas psychologue, et même une psychologue quand elle est chez elle, elle est chez elle. Elle n'est pas à disposition de ses patients, ça marche pas comme ça. Il peut y avoir des situations un peu à risque où certains professionnels vont juger nécessaire de donner son numéro de téléphone ou dire si jamais, appelez-moi, et la personne fera le lien parce qu'elle a les ressources nécessaires de par son vécu, de par son expérience, de par ses compétences, hein, vraiment. Mais là, clairement, j'étais juste démunie face à une personne en souffrance et c'est arrivé à 2-3 reprises d'avoir des trucs complets sur la vie des gens, alors que j'ai rien demandé. Je vivais ma vie, j'ai partagé mon état mental, genre mon humeur à ce moment-là, c'est-à-dire déprimée, et les gens me balançaient en fait leur histoire de vie et moi je devais juste genre prendre tout ça. Et c'était tellement dur parce qu'en fait tu partages ton état de santé mentale plus pour expliquer aux gens que oui tu peux être dépressif et quand même exister, tu peux être dépressif et réussir à faire des choses dans ta vie, parce que oui tu peux être dépressif, aller travailler, tu peux être dépressif, faire plein de choses et pour autant tu as des critères qui s'incluent dans la dépression et tu peux être en dépression sévère et travailler, comme tu peux être en dépression légère et ne pas être capable de sortir de ton lit. Ça dépend des gens, ça dépend de plein de facteurs et on est personne pour juger, on est bien d'accord, mais c'est justement pour montrer entre guillemets un autre visage de la dépression et ce soit de dire bah j'existe et je vais pas vous montrer tous les pans de ma vie où ça va pas, mais sachez que ça ne va pas, parce que j'ai le droit de dire que ça ne va pas. Derrière, j'avais vraiment pas anticipé que les gens pourraient se confier à moi et par la suite ça s'est encore reproduit. Et vraiment, quand c'est dans une conversation ou quand j'ai parlé notamment, en ce moment je suis en plein, je vais commencer mes tests pour mes TND, en sachant que officieusement j'ai déjà, je sais déjà ce que j'ai, mais officiellement il faut que je passe des tests pour que ce soit validé. Du coup, en sachant que quand je dis officieusement, c'est mon psychiatre qui m'a révélé mes troubles, je sais pas, genre moi qui me suis imaginé un truc, on est pour l'autodiag, mais derrière il faut qu'il y ait une confirmation, et un psychiatre est habilité à le faire. Bref, quand j'ai partagé ça, je sais que derrière, s'il y a des gens qui ont un TSA comme moi, qui viennent me voir et qui me disent comment tu vis les choses, c'est un partage d'expérience. Si moi je suis pas à l'aise pour en parler, ça me regarde. C'est moi qui décide du lien, ça dépend de la personne que j'ai en face, ça dépend de comment elle arrive, de quelles sont ses inquiétudes, etc. J'ai pas de souci avec ça. Mais faut que j'ai un minimum de recul et derrière je peux me dire ok bah cette personne je le sens pas, j'ai pas envie de lui partager, ou alors je vais partager des choses à une personne et pas à une autre, ou vraiment quand on parle d'un traitement il y a des gens en mode oui Pauline t'as déjà essayé ce traitement parce que on me l'a donné mais en fait je sais pas trop parce que j'ai vu des échos sur les gens, et à chaque fois je rappelle des choses basiques et là c'est pas mon expérience personnelle par rapport à mes traitements mais c'est de manière générale. Quand on parle d'antidépresseurs je vais dire voilà entre guillemets, les risques que tu as à prendre un antidépresseur, sauf que là la conséquence de si tu restes sans antidépresseur dans ton état actuel, c'est à un moment donné un médecin t'a prescrit des antidépresseurs tout seul, pas très bien recommandé, mais si t'as dit d'aller aussi en thérapie ou de faire des choses en parallèle, ça peut t'aider pour ça, ça, ça. Par contre c'est pas un traitement miracle, c'est pas des amphètes que vous prenez et wouh, la vie est plus belle. C'est pas ça, c'est vraiment, ça rétablit un certain taux d'hormones et ça permet en gros aux synapses de faire leur job, mais c'est pas non plus magique. Et vous n'aurez pas une pilule magique qui va vous faire aller bien. Ça c'était le sujet d'un de mes romans, voilà. Mais dans la réalité c'est pas comme ça que ça marche les antidépresseurs, et jamais les médecins vont vous dire oh non ce traitement tu vas être heureuse. Non, c'est tu iras un peu mieux. Et avec ce un petit peu mieux tu vas pouvoir travailler des choses sur toi, avec notamment des professionnels. Et tu peux être en dépression sans prendre d'antidépresseur aussi, ou sans prendre d'anxiolytique même quand t'es anxieux, enfin bref. Tout n'est pas question de traitement. Mais c'est vrai que ces dernières années, je pense ces 2 dernières années, j'ai beaucoup mis l'accent sur le fait de on n'est pas amis, on n'est pas copains, et il y a vous, et il y a moi. Et cette distance elle est vraiment volontaire parce qu'à un moment donné, vraiment les gens étaient à fond dans le parasocial. Et parce que j'étais dans un état de faiblesse et de fragilité, ils se sont identifiés à moi, ou ils ont eu de la peine pour moi, ou je ne sais pas quel sentiment enfin quelle émotion ils ont ressenti me concernant, mais il y avait trop un lien, en fait il y avait trop d'affect, et vraiment à ce moment-là je me rendais pas compte, j'étais en mode je suis aveugle, parce que t'as débarqué sur internet en me disant je vais parler d'écriture, j'ai parlé de lecture, parce que personne autour de moi, déjà l'écriture j'en parlais pas à mes parents, j'en parlais pas à mes proches, du coup c'était en mode avec qui je peux en parler? Bah des inconnus sur internet, très bien, j'en ai toujours parlé sur internet, donc autant continuer comme ça. Des inconnus peuvent devenir des amis, des inconnus peuvent rester des inconnus qui ne sont plus trop inconnus parce que tu les connais sans vraiment les connaître. C'est des copains, copines, mais assez éloignés quoi. Mais bref, j'ai débarqué avec cette innocence là et je me rendais pas compte qu'en fait il y avait ce lien qui pouvait se créer, parce qu'à l'époque on n'en parlait pas, parce que tu n'as pas conscience de ça, et que quand tu le vis, tu te rends pas compte que ce lien il est biaisé parce que les gens à travers l'écran ils ont aussi leur propre vie, leur propre biais, qui font que quand ils me regardent ils vont projeter des choses sur moi qui n'est pas ma vie.
De même que j'ai toujours dit, il y a un moment où tu filmes, où tu décides de prendre la caméra, que tu décides de montrer des choses, et il y a le moment où tu fais le montage. Donc s'il y a des choses où je parlais trop, parce que des fois j'ai juste envie de vider mon sac, et ça fait, je crois que ça fait 1 an maintenant que je l'ai pas fait, mais avant je prenais ma caméra en mode vas-y, bah arrivé ça, j'en ai marre, juste je vidais mon sac. Et après c'est genre, ok, ça m'a fait du bien de vider mon sac. Oui, c'est filmé. Sauf que moi actuellement là je parle à une caméra, donc personne n'a conscience de ce que j'ai pu dire. Et après c'était, je fais le montage, je me dis mais évidemment que tout ça, je vais pas l'inclure. Parce que ça doit pas être sur internet. Mais il faut avoir le discernement pour se dire ça, je ne veux pas que ce soit sur internet. Pourquoi? Parce que en fait, d'attiser de la haine envers des gens sans les nommer, ça apporte rien au débat en fait, ça fait juste un drama. Est-ce que j'ai envie d'être impliquée dans un drama pour cracher sur quelqu'un? Ça m'apporte quoi en fait? Si moi cette personne je l'apprécie pas parce qu'elle me renvoie une image que je n'aime pas, d'ailleurs je la connais même pas, c'est à travers des écrans interposés, ça me regarde en fait. Et tant qu'elle a pas un message dangereux, en quoi est-ce que ça me regarde? J'aime pas une personne, j'aime pas une personne, il m'est arrivé une situation que je trouve pas cool, en quoi ça vous regarde encore une fois? Et vraiment c'est juste à un moment donné j'en avais ras le bol, j'avais besoin de vider mon sac, j'ai vidé mon sac, ça ne sera pas au montage. Il y a des gens qui gardent ça au montage. Et je ne comprends pas, mais ça après c'est une question de perception, il y a peut-être des choses que j'ai pu garder dans le passé, que d'autres gens auraient dit mais ça, mais jamais de la vie je le partagerai. Il y a des gens qui ont des troubles mentaux qui décident de pas du tout en parler sur les réseaux. Soit pour se préserver, soit parce qu'ils ont pas envie que ça se sache, soit parce que leur entourage n'est pas au courant, soit peu importe leur raison, ils ont le droit de ne pas partager leurs troubles mentaux. Et ils ont quand même des troubles mentaux. Et ils sont tout aussi légitimes qu'une personne qui en parle. C'est juste qu'ils décident de ne pas le faire. C'est un choix en fait, c'est un droit que vous avez de parler ou pas des éléments de votre vie. Vous avez le droit de vous exposer énormément sur internet ou pas du tout. Le problème, moi, c'est le lien parasocial que ça crée derrière, où il y a des gens qui sont bons, je trouve, pour gérer la distance. Il y a des gens comme moi qui ont beaucoup de mal, parce que vraiment, à l'époque où ça m'est arrivé, je n'ai pas conscientisé, vraiment je n'ai pas réalisé que ça pouvait être négatif et que ça pouvait apporter des choses nocives même pour moi, et que j'aidais pas les gens non plus. Et je pense que j'ai attiré beaucoup de pitié de la part des gens, et bah t'as pas trop, enfin personnellement j'ai pas envie d'attirer la pitié des gens. Genre qu'on me trouve sympathique, qu'on me trouve gentil, ou que je reflète ce truc là, c'est sympa hein, mais en soi vous ne me connaissez pas. Et vraiment c'est un truc que je répète souvent parce que vraiment vous ne me connaissez pas du tout. Vous vivez pas avec moi, vous n'êtes pas dans mon entourage proche. Alors est-ce que des gens qui vivent près de moi me connaissent forcément mieux que certains amis qui habitent loin? Non. Mais vous ne m'avez pas au quotidien, vous n'avez pas mes hauts et mes bas de manière entre guillemets humaine. Ou c'est quelqu'un dans... Bah, vous m'avez pas dans mon ensemble en fait. Vous m'avez quelques minutes par jour. Allez, si je fais un gros challenge, un ridathon, je vais filmer pendant 2 heures, je vais garder 1h15 au montage. Vous avez 1h15 de ma journée de 24 heures. Ce qui est beaucoup et à la fois pas du tout parce que quand je fais un ridathon je vais pas m'étendre sur mes pensées, sur comment est-ce que je me sens, je vais parler de lecture. Donc en fait vous avez pas tout mon backup, vous avez pas ce qui se passe dans ma tête, je vais pas partager chaque pensée qui traverse mon cerveau, j'ai un TDAH les gars, putain ça serait infini. Mais il y a tous ces trucs quand même qui sont là mais que vous n'avez pas conscience et ce qui m'est arrivé il y a 1 an, j'ai eu une rupture amicale et en fait je pense que cette personne voulait être amie avec la Pauline des réseaux. Sauf que la Pauline des réseaux, bah évidemment que je vais me montrer sous mon meilleur jour. Alors bon, vous m'avez déjà vu les cheveux gras à moitié relevés, vous m'avez vu en sortant de la salle, donc je suis pas sûre que ce soit physiquement sous mon meilleur jour. Mais évidemment que maintenant que je sais que je ne peux plus du tout partager les moments de, entre guillemets, faiblesse, ou en tout cas mes gros downs, je vais pas partager ces choses-là avec les gens. Ou alors je vais être en mode putain c'est une mauvaise journée et je suis angoissée. Oui mais en fait l'angoisse ça fait partie de mon quotidien. Donc pour moi c'est pas un problème d'en parler parce que toute ma vie c'est angoisse. Toute ma vie c'est anxiété. Donc évidemment que j'en parle parce que c'est tout le temps comme ça. Ma vie n'est qu'angoisse. Pour le coup oui ça altère une partie de mes fonctions cognitives et c'est aussi pour ça que j'ai un traitement anxiolytique pour les moments où ça part tellement dans tous les sens que j'ai besoin d'un truc qui me fasse redescendre tout ça. Parce que c'est trop, à un moment donné, il faut que ça se stabilise un peu. Allez, on respire à nouveau mieux, on est un petit peu plus clairvoyante, on peut réfléchir sereinement et se poser avec soi-même, dire qu'est-ce qu'on veut partager ou pas. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai overshare, je pense, sans même m'en rendre compte, et derrière, des gens ont un peu trop... en fait, ils m'ont un peu trop pris pour leur copine, ou pour la fille, la pauvre Pauline. Et vraiment je pense que ça partait d'une bonne intention en disant à la pauvre il lui arrive des trucs vraiment pas faciles et du coup les gens voulaient me témoigner du soutien et de la sympathie mais vous ne me connaissez pas et comme cette amie qui voulait être copine avec la Pauline des réseaux. Alors oui la Pauline des réseaux elle est très cool, elle fait des blagues et je parle de lecture de manière complètement naturelle parce que c'est comme ça que je suis et que je ne sais pas mentir sur des choses pareilles. Je peux pas dire un truc que j'ai aimé quand je l'ai pas aimé. De toute façon ça se voit sur mon visage. Oui parce que pendant des années je pensais que j'avais une poker face en mode non ça se voit pas alors que vraiment à chaque fois qu'il y a quelqu'un que j'aime pas qui parle je vais être en mode avoir suffisamment mis les gens en garde en mode vous aimez une version de moi qui n'existe pas mais apparemment non et je sais que quand je dis ça il y a des gens que ça peut rébuter en mode
oh là là elle veut pas s'investir ou en fait elle joue un rôle. Non, je joue pas un rôle. Quand je vous dis j'adore une partie de la culture coréenne, enfin notamment la littérature coréenne écrite par des femmes, c'est la vérité. C'est vraiment un truc que d'ailleurs vous l'avez vu développer sur les réseaux, je me suis orientée là-dessus, c'est aussi une niche donc je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais c'est un truc que j'aime sincèrement. Vous voyez pas, oh, truc tout con, j'ai une passion pour les chiens. Et quand je vous dis j'ai une passion pour les chiens, c'est que j'aime les chiens d'amour. Genre vraiment je pourrais mourir pour un chien. J'ai un chat, donc tous les gens partent du principe que Pauline c'est une cat person. Pauline c'est une personne qui aime les chats. Les chats c'est pas mes animaux préférés les gars. J'ai aimé Thorin de tout mon être, j'aime Holden de tout mon être, et j'aime mon chat. Et j'aime les animaux de manière générale. Donc bien sûr que j'aime les chats par définition. Mais les chiens les gars, ne me mettez jamais seule avec un chien, je deviens gaga. C'est que je suis par terre en train de me rouler en boule et de jouer avec le chien. Je suis infernale et vous ne savez pas ô combien je connais la plupart des races de chiens parce que quand j'étais petite j'ai étudié toutes les races de chiens, j'ai appris comment élever un chien parce que je voulais un chien et que mes parents ne m'ont pas offert de chien. Le grand drame de ma vie jusqu'à mes 12 ans. Mais j'ai une passion pour les chiens et vous ne le savez pas parce que je ne l'ai pas partagé parce que bah en fait vous me voyez pas au quotidien. Mais il y a un chien dans la rue, je suis en mode dans ma tête c'est genre, alors parce que j'essaye de faire genre poker face et je pense que je suis genre comme ça. Mais dans ma tête c'est genre, il y a un chien, il y a un chien, il y a un chien, il y a un chien. Mais vous voyez pas parce que vous n'êtes pas dans ma vie. Donc il y a des choses que je partage pas parce que vraiment à quel moment je peux vous parler de ô combien j'aime les chiens. Il n'y a jamais de moment pour ça en fait. Et pourtant si vous avez un chien et que vous montrez de vous photos de votre chien, je vais être là. C'est anecdotique tout ça. Vraiment tout ce truc là avec les chiens ou peu importe, c'est des choses que vous ne pouvez pas savoir de moi si vous ne me voyez pas dans une situation. Genre vraiment tant que vous m'avez pas vu avec un chien, vous ne pouvez pas prendre conscience de ô combien je gagatise. Et si jamais vous avez un chien un jour et qu'on fait un visio et qu'il y a votre chien qui apparaît, vous m'avez perdu. Vraiment, je ne deviens plus humaine. Je suis plus là, je n'existe plus, j'existe que pour le chien. Et c'est un truc que vous pouvez pas voir dans mes vidéos, alors que cette passion pour les chiens, je l'ai depuis le plus longtemps que je me souvienne, c'est-à-dire mes 5 ans, j'ai vraiment des souvenirs de moi en train de gagatiser avec les chiens. Et vraiment, j'ai cette passion-là que vous ne pouvez pas comprendre, de même que j'adore mon travail. Il y a plein d'aspects de mon métier que j'adore. Et si vous me faites parler de mon travail, vous verrez ô combien j'aime mon boulot et ô combien c'est difficile et combien je me remets en question avec tout ça, mais j'ai jamais l'occasion d'en parler en vidéo. Je vais vous dire que j'aime mon taf, qu'il y a des situations qui sont plus ou moins complexes, mais je vais pas pouvoir m'étendre là-dessus, là où en privé je peux le faire. Et d'ailleurs les gens le voient bien, quand je commence à parler de mon taf, c'est un truc que je pourrais parler pendant des heures, et les gens me disent mais ça se voit que t'aimes ton travail et que t'es passionné. Bah oui parce que je l'adore mais j'ai pas l'occasion de le montrer en vidéo. Et ça c'est des choses qui font vraiment partie de ma vie et qui font partie de moi et que vous ne voyez pas. Vous voyez la partie lectrice, vous voyez la partie autrice, et il y a des gens que je côtoie tous les jours de ma vie qui ne connaissent pas ces deux aspects là chez moi, où c'est en mode oui Pauline elle lit. Mais ils voient pas le côté passionné de la dame, ils voient pas ô combien je peux lire, alors cette année pas trop, mais de manière générale je lis quand même plus d'une centaine de livres par an. Les gens n'ont pas conscience de ô combien quand je dis que je suis lectrice, ça veut dire que je lis beaucoup, c'est en mode oui elle lit quoi, elle lit un bouquin de temps en temps. Non non, c'est que bon, les bouquins je les dévore. Je sais qu'il y a des aspects de ma personnalité qui peuvent ressortir sans même que j'en ai conscience, et il y a des choses où c'est vraiment de la projection. Si vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes en plein doute etc, et que moi j'arrive et que je vous dis t'inquiète tout va bien se passer, vous allez dire oh elle est gentille. Vas-y, tu t'attaches un peu à la personne. Et vraiment, ça me le fait aussi. Donc vraiment, ce lien parasocial, on y est tous confrontés. Qu'on soit influenceur, qu'on soit viewer, ou peu importe dans notre vie de manière générale, on y est tous confrontés. Le problème, c'est qu'il y a aussi des gens qui vont se servir de ce lien parasocial pour attirer de la pitié. Il y a des gens, vous l'avez déjà entendu sur YouTube et ça me rend dingue. Tu peux dire genre, j'ai vu qu'il y a des gens, on a cette stat, ok, sur YouTube pour voir les gens qui regardent nos vidéos sans être abonnés. Tu peux faire un petit truc en début de vidéo, en fin de vidéo, en mode oui, il y a une partie des gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, etc. En termes d'algorithme, s'il y a, je sais pas, alors ça dépend de votre niche et du nombre de gens que vous gagnez, le nombre d'abonnements que vous gagnez chaque jour, mais si d'habitude vous gagnez une trentaine d'abonnés par jour et d'un seul coup il y a 100 personnes qui décident de s'abonner, là YouTube, l'algorithme va dire wow, peut-être qu'elle est intéressante et qu'elle faut la mettre en avant. Si une vidéo fait des meilleures performances ou que vous restez plus longtemps sur une vidéo, donc là on est vraiment en termes de stats, mais c'est comme ça que ça fonctionne l'algorithme, là YouTube va dire ça vaut le coup de les mettre en avant et de mettre en avant dans des niches auxquelles s'associer. Vous faites un book haul qui cartonne, d'habitude vous faites je sais pas 1000 vues et là d'un seul coup vous faites 3000 vues, YouTube va dire ça vaut peut-être le coup de mettre en avant cette vidéo chez d'autres personnes qui consomment Booktube. Et du coup vous allez encore plus avoir de vues etc. Et du coup les gens peuvent vous découvrir avec une vidéo et ça peut être intéressant de dire hey pensez à vous abonner parce que je ne fais pas que ça. Il y a cette façon là de faire et il y a la manipulation mentale qui est ouin vous ne me soutenez pas. Les ouin de je pense arrêter des vidéos parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de commentaires, il y a moins de soutien qu'avant, ma dernière vidéo elle a pas fonctionné, ouais mais en fait ça ne regarde pas, remets-toi en question, peut-être que ça n'a pas fonctionné parce que tu n'as pas publié à la même heure, peut-être que c'est parce que c'est en plein été, peut-être que le sujet de ta vidéo n'intéresse pas, les gens aussi
le droit d'avoir une vie en dehors, et si ça dure pendant genre un mois, je comprends que tu dises genre qu'est-ce qui s'est passé. Mais quand c'est pour une vidéo, il y a des gens qui font ouin ouin, je pense à arrêter les réseaux parce que ça ne fonctionne plus, parce que vous m'apportez pas de soutien, et ils vont avoir un petit peu plus de subtilité, ils vont être là genre oui, j'ai travaillé dur, c'est des heures et des heures de travail de faire des vidéos sur YouTube. Alors, quand t'es un Squeezie ou un Amixem, peut-être. Mais quand tu fais des contenus booktube où tu lis des bouquins, que tu donnes ton avis et que tu as juste des cuts et des zooms à faire, voire même que des cuts à faire, non, ça prend pas des heures. Ou alors si tu fais des rushs de 8 heures, que tu dois réduire en 1 heure. Mais quand ça fait un moment que tu es sur les réseaux, tu sais aller à l'essentiel. Vraiment, à part quand t'es novice, tu sais pas trop, tu filmes beaucoup, tu filmes rien, tu cherches encore quand ça fait des années, il n'y a pas d'excuse. Ça prend pas des heures de faire du montage. Quand je dis des heures, c'est pas genre 1 ou 2 heures. Oui, ça peut prendre généralement 2 à 3 heures moi de faire un montage. Et derrière, faut faire la miniature, faut faire la barre d'infos. On est bien d'accord, ça prend du temps. Sauf que, ne va pas dire que ça te prend genre une journée entière de faire une vidéo. C'est pas possible, il y a aucun monde sur Booktube avec des cuts, et je dis bien avec des cuts, parce qu'à l'époque, il y avait des influenceurs, je sais pas, il y en a peut-être encore toujours, hein. Il y avait des gens qui faisaient des vidéos tellement qualitatives avec différents plans, des angles, des machins, ça prend des heures. Parce que t'as des heures de rush, mais vraiment, pour te filmer toi, en train de poser ton cul sur un canapé pour lire, puis après toi qui es en train de marcher, oui, ça prendra peut-être 3 heures de montage, mais il faut pas une journée entière pour 3 heures de montage. Même si tu fais des pauses et que tu alternes des choses, ça prend pas autant de temps que ça. Et vraiment, d'avoir des gens qui font ouin ouin, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'en fait, c'est vraiment pour attirer votre pitié, et c'est tout des biais qui mettent en... En fait, ils vont clairement se servir de la sympathie que vous pouvez avoir pour eux et de faire du chantage en disant bah en fait, moi je m'investis, je passe du temps, je passe des heures à tourner des vidéos, il faut les lire ces livres, il faut les chroniquer, il faut filmer. Mais tu l'as voulu, il y a personne qui t'a torturé pour que tu le fasses, hein. C'est un choix de ta part, hein. Genre vraiment personne ne t'a forcé. T'as décidé de le faire, avant tu le faisais sans que ça te génère d'argent, maintenant ça te génère de l'argent et c'est cool, mais là tu te plains que ta dernière vidéo t'as pas rapporté assez, parce que ça compte qu'en termes de vues. Et vraiment, c'est se servir de la pitié des gens en mode ouin ouin, je vais peut-être arrêter les vidéos parce que je me rends compte que c'est pas regardé, machin. Vraiment, je trouve ça hallucinant. Et ça, je l'ai vu dernièrement sur Booktube à plusieurs reprises de ouin ouin, je vais arrêter les vidéos. Parce que c'est pour susciter une peur de oh bah non, je veux pas qu'elle arrête de faire des vidéos, bien sûr que je vais regarder. Mais la personne, même si elle fait 1000 vues au lieu de 5000 d'habitude, ça lui rapporte de l'argent. Beaucoup moins, on est bien d'accord, mais ça lui rapporte quand même de l'argent. Donc vraiment, c'est juste pour vous faire culpabiliser, vous faire vous sentir mal, et que vous ayez pitié de la personne et que vous dites « Ah bah non, alors je vais laisser un commentaire, oh t'es génial, j'adore ce que tu fais, attends, je vais essayer de partager sa vidéo », et en fait vous allez générer de l'engagement pour que la personne gagne encore plus de visibilité, pour qu'elle gagne encore plus de sous. Donc non, c'est clairement de la manipulation mentale, et ils se servent de ce lien parasocial. Et vraiment, il y a des gens qui le font sans même s'en rendre compte, parce qu'ils sont en mode ouin ouin, moi j'ai peur qu'on mon activité cesse, et je veux pas retourner au salariat, ou alors je suis au salariat, mais ça me faisait un complément de revenu, et en fait ça me fait flipper d'avoir mes vues qui baissent, parce que ça veut dire qu'à un moment donné ça va faire un trou dans mon budget, et je peux pas me le permettre, et du coup tu sens quand même la détresse des gens, mais mine de rien, ça reste une forme de manipulation. Parce que dire genre, oh il y a tant de personnes, il y a 30% des gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés, c'est un fait. C'est des stats, c'est un fait. De dire ouin ouin, je vais arrêter les vidéos parce que je vois que ça marche pas, bah arrête les vidéos alors, ne nous préviens pas, arrête. La personne ne va pas arrêter. Avec ou sans vos commentaires, elle ne va pas arrêter, parce qu'elle gagne quand même de l'argent. C'est pour attirer, encore une fois, la sympathie, donc en fait ils jouent avec ce lien parasocial. Et je trouve ça hyper malsain. Et il y a plein de choses comme ça, comme les cadeaux. Je vais pas trop m'étendre là-dessus, hein, mais j'ai jamais autant reçu de cadeaux, de livres, de trucs comme ça que pendant ma période où j'étais en grosse dépression et que je l'ai partagé aux gens sur internet. Pas parce que je leur demandais d'avoir des livres, mais déjà j'avais ma wishlist Amazon en barre d'informations, donc les gens y allaient quand même plus facilement parce qu'ils avaient un lien direct. Et surtout c'était en mode oh bah elle a pas trop d'argent, elle déprime, achetons-lui des livres. En soi ça part d'une bonne intention, en mode bah vas-y j'ai envie de faire plaisir, c'est quelqu'un que je suis, qui m'apporte du bonheur ou qui m'accompagne, j'ai envie de lui montrer mon soutien autrement que en regardant son contenu, en sachant que ça lui rapporte de l'argent, mais genre vraiment j'ai envie de la soutenir un peu plus, je vais lui faire un cadeau. Et il y a des gens qui veulent juste être gentils, et vraiment je comprends le truc de gentillesse. Mais encore une fois, il y a des gens qui se servent de ce lien parasocial, qui vont dire oh là là c'est compliqué en ce moment, ou alors vraiment je vais pas bien, et à part acheter des livres, ah bah non ça je peux même plus le faire parce qu'en fait j'ai pas d'argent. Alors des fois
c'est complètement en mode juste réflexion. Clairement, en ce moment, j'ai pas de thunes. Je suis à nouveau considérée en arrêt maladie et plus en accident de travail, donc je vais pas avoir la même fourchette de budget, on va dire, notamment pour les livres. Je sais que je peux pas m'acheter de livres en ce moment. Il y a des livres qui font envie, c'est en mode non, Pauline, tu ne peux pas. Pour autant, je vais pas dire genre ah bah ouais, c'est compliqué parce qu'en fait il y a des livres qui me font trop plaisir et je peux pas me permettre de les acheter. En plus, c'est con parce que genre c'est mon anniversaire le 7 octobre et bah en fait je pourrais pas me faire mon cadeau d'anniversaire de mois en mois parce que j'ai pas les moyens. C'est une réalité. Par contre, si je le dis en plein vlog, en mode ouais, en ce moment je suis un peu paniquée, il m'arrive plein de choses au mois d'octobre, c'est que de la vérité, hein. Mais est-ce que j'ai besoin de vous le partager pour derrière dire oh là là c'est con, il y a des livres que j'aurais bien aimé avoir, mais en fait bah je peux pas me permettre d'avoir ça, je dis bah j'aime bien faire mon cadeau de mois à mois. Vous allez vous dire oh la pauvre Pauline, je pourrais peut-être lui offrir ce livre-là. Et je sais que ça part d'un bon sentiment de votre part, mais si je le tourne comme ça veut dire que j'attends ça de votre part. Est-ce que j'ai besoin de commander des cadeaux parce que vous me regardez, en fait vraiment ça me rapporte de l'argent, même si c'est minime dans mon cas, ça me rapporte de l'argent que vous regardiez mes vidéos. Donc vous n'avez pas besoin de m'apporter plus que ça. Quand vous partagez une vidéo que vous avez aimée, je ressens tellement de joie et de bonheur quand les gens débarquent en DM. Alors je sais que c'est genre non, faut laisser des commentaires, allez-y, laissez des commentaires, c'est hyper important, pensez à l'algorithme, rien à foutre. Vous savez quoi, mon petit bonheur? Oui, bien sûr que c'est agréable de lire des commentaires, mais je suis tellement en retard sur les commentaires que je les lis, j'y réponds pas, j'y réponds 3 mois après. Donc je vais pas demander aux gens de laisser des commentaires quand déjà ce que je dis ça n'a pas forcément lieu à donner un débat ou à laisser un commentaire. Et deuxièmement, quand vous savez que je mets 3 mois à y répondre, enfin il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour vous quoi. Les gens qui débarquent dans mes DM pour me dire oh tel truc Pauline, ça me fait penser, t'as regardé tel machin, ça pourrait te plaire, ou alors oh quand tu dis tel truc, t'as lu tel bouquin, ou alors oh je suis trop contente, je voulais lire ce livre grâce à toi, bah du coup je vais me lancer. Ma joie et mon bonheur. Vraiment, alors qu'en termes d'algorithme, les DM sur Instagram ça m'apporte rien. Parce que ça m'apporte pas de visibilité. Vous m'apportez rien parce que c'est même pas public. Genre vraiment, vous ne m'apportez rien d'un point de vue influence, mais en termes de joie et de bonheur, vous m'apportez beaucoup de joie et de bonheur. Parce que c'est des trucs sympas où quand tu débarques sur les réseaux pour partager ta passion, moi j'aime que ce soit dans les deux sens quoi. Bien sûr que je suis celle qui parle, genre actuellement je fais un format très long, et c'est sympa de parler, de pouvoir lancer un débat pour après avoir un retour. Mais quand vraiment vous débarquez dans mes DM, c'est la meilleure des choses. Comme quand je dis un truc en story, les gens réactent à ça. Moi je trouve ça plaisant parce que c'est un lien, c'est un vrai lien, c'est pas juste toi tout seul devant ta caméra où tu parles. Là je me parle toute seule, je me parle avec le reflet de moi dans ma baie vitrée. Genre actuellement c'est ça, genre moi mon point de vue il est pas très ragoûtant, je vais vous le montrer, mais vu que j'ai actuellement, moi je parle à ça, ok? Après vous allez être des centaines à voir cette vidéo, à rester jusqu'au bout ou pas, mais moi je parle à ça, donc je n'ai pas de lien, le lien il se fait après. Alors que sur Instagram déjà en story c'est un peu plus direct, et ça peut dévier sur autre chose que de la lecture, parce que bon on a aussi d'autres vies et ça peut amener à des débats ou à des problématiques, pas forcément que à des trucs légers ou que à des trucs lourds, ça peut donner lieu à plein de discussions et c'est hyper agréable. Et surtout c'est pour être dans le partage, et ça peut être des partages d'expériences, parce que entre la personne qui débarque de nulle part et qui va me trigger, c'est un peu différent de j'ai abordé un truc et les gens sont en mode putain je vis la même situation que toi, et t'es en mode ok, soit je décide de dire oh courage à toi, donc c'est en mode je ne veux pas m'investir émotionnellement, soit ça va être là bah j'espère que ça va mieux aller, ou alors toi aussi tu vis ça, ou même moi je vais partager des trucs de ma vie en mode vas-y j'ai envie d'en parler avec quelqu'un qui comprend plus ou moins ce que je vis. À cette personne-là j'ai partagé ça, peut-être qu'elle serait jamais venue vers moi si je n'avais pas parlé de cette thématique-là. Et peut-être que si je l'avais pas encouragée en parlant moi-même de ma vie, etc., la personne n'aurait pas non plus vidé son sac. C'est pour ça que c'est un échange et que c'est un partage et que j'aime ça. Le problème c'est quand ça vient de nulle part, et c'est pour ça qu'à chaque fois je suis en mode vous ne me connaissez pas, parce que vous voyez que des pans de ma vie que je décide de vous montrer. Et bien sûr que je suis plus intuitive sur Instagram et que j'ai un côté très spontané dans ma vie et dans mon fonctionnement qui font que il y a des choses que je ne peux pas cacher en fait, je ne suis pas capable de mentir ou de cacher des choses, il y a d'autres choses que je ne vais pas vous partager. J'ai partagé récemment sur YouTube, dans ma vidéo d'ailleurs un peu podcast comme la dernière fois, que j'avais été TND, je suis pas rentrée dans le détail de plein de choses, j'ai pu aborder ces thématiques là en privé avec des gens qui vivent la même chose ou qui sont dans un questionnement, ou alors qu'il y a une révélation et c'est en mode copine, je sais pourquoi on s'entend bien en fait, c'est parce qu'on a les mêmes troubles, yay. Et bien sûr qu'un trouble se manifeste différemment d'une personne à l'autre, mais il y a des choses auxquelles on est confronté quand t'as un diagnostic tardif de troubles neurodéveloppementaux, il y a des choses qui sont communs, notamment envers les femmes, enfin, notamment entre les femmes, et du coup c'est plaisant d'avoir quelqu'un qui peut relate à ça. Il y a des belles choses qui se passent en off, mais c'est plus genre en caméra où c'est en mode vous ne me connaissez pas. Je préfère mettre cette distance parce qu'à un moment donné je l'ai pas mise, et vraiment je ne me rendais pas compte. Et c'est ça qui est grave, c'est que
D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la commission parlementaire qui a eu, oh ça fait des mois maintenant, c'était quand cet été, je vous invite à aller voir ça. J'ai pas regardé forcément tous les spécialistes parce que y en a ça m'intéressait pas, ou alors ça pouvait être intéressant mais c'était que TikTok et moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus en termes de réseau social, mais il y a des influenceurs qui sont venus parler et en fait je ne le suis pas du tout, mais il faut que je cite Nasdaq quand même, qui avait une vraie réflexion en disant moi en fait je suis qu'une personne comme les autres qui a décidé de faire des vidéos et qui maintenant gagne sa vie avec ça. Et en fait c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas de formation, on n'est pas du tout formé pour ça, on n'est pas préparé à ça, et que c'est pas parce que vous êtes plus âgé que vous êtes plus aguerri, parce qu'on voit des personnes qui ont 60-70 ans, qui se font avoir comme jamais par les réseaux sociaux, parce qu'ils sont aussi influençables en fait que les jeunes, voire même les jeunes ont parfois plus conscience, parce qu'on va avoir tendance à les informer même via l'école, ou via les parents quand ils ont un petit peu de jugeote, à se dire écoute, c'est sympa les réseaux sociaux, mais faut quand même nuancer, faut sensibiliser les gens, et c'est pour ça que quand j'ai pris conscience du lien parasocial et de tout ce que ça pouvait impliquer chez les gens, alors que même moi c'est pas quelque chose que je souhaite, je me suis dit bon, on va éloigner, j'ai été transparente en termes de revenus, et je me dis je ne vis pas des réseaux, donc j'ai aucun intérêt de vous parler de telle ou telle chose. Oui, on a pu me proposer des choses dans la vie, j'accepte pas tous les partenariats, parce que c'est pareil, tu peux gagner de la thune, mais bah en fait, il y a un truc qui je trouve est logique, j'ai pas envie de trahir mon public, dans le sens où si demain je débarque et que je vous dis que je lis une énorme pavasse de science-fiction alors que j'arrête pas de vous dire que je déteste ça, sauf dans le cadre de la dystopie, vous allez vous dire il arrive quoi à celle-là quoi. De même que si vous me voyez lire de la dark romance en mode vas-y c'est la révélation de ma vie, je trouve ça exceptionnel et ouais je voudrais la même chose, vous allez dire mais il arrive quoi celle-là? Parce que vous me connaissez un minimum et il y a des choses que je ne peux pas cacher, il y a des choses où j'ai pas envie d'être fausse, mais pour autant il y a beaucoup votre imaginaire dans cette relation. Et d'ailleurs dans les définitions de lien parasocial, c'est vous qui projetez quelque chose sur quelqu'un. Mais le lien il est à sens unique. C'est vous qui avez une relation avec moi et moi je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Alors, ne pas avoir de visage sur un pseudo, ça me dérange pas du tout. Je ne m'attache pas à cette apparence physique, c'est pas ça qui me gêne ou pas, c'est plutôt est-ce que je vais mettre un nom derrière un pseudo et de voir à peu près des récits de vie. Il y a des gens qui sont en mode ouais moi aussi je suis soignante, il m'arrive ça, 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 et t'es en mode genre ok on fait le même job. Est-ce que pour autant on a la même personnalité? Est-ce qu'on aime les mêmes choses? Est-ce qu'on a le même caractère? Est-ce qu'on a les mêmes traumas? Est-ce qu'on a le même vécu, le même fonctionnement? Non, bien sûr qu'on diffère, mais il y a des gens qui projettent des choses et je peux pas vous empêcher de projeter des choses sur moi. La seule chose que je peux faire, c'est moi de ne pas vous inciter à ces comportements-là et de ne pas mettre ça en avant sur mon contenu. Et d'ailleurs, ça fait quelques temps, ça fait quelques mois, années même maintenant, que vous voyez pas ce truc de oh là là, ouin ouin, les vues, ouin ouin, les commentaires. Allez me suivre sur Instagram, c'est hyper important. Quand je vous dis d'aller sur Instagram, c'est vraiment pour pouvoir débarquer dans mes DM en mode coucou. Et vraiment, je vous invite, même si vraiment. Enfin... D'ailleurs, ça me fait rire parce que j'ai plein de copines qui de base ne parlent pas aux gens. Même sur les réseaux sociaux, et c'est en mode vas-y, c'est elle qui débarque dans mes DM, et après je leur dis mais comment tu peux être aussi introvertie et être débarquée aussi naturellement dans mes DM? C'est genre oui mais d'habitude je parle pas aux gens, oui mais pourquoi moi? Genre qu'est-ce qui a fait que moi? Je dis bah je sais pas, mais vraiment il y a plein de gens qui sont en mode non mais j'ai pas trop l'habitude de faire ça, ou même des gens qui ont pas l'habitude de faire des vocaux, et moi je fais beaucoup de vocaux, du coup c'est en mode bah j'ai pas l'habitude, et après ça devient vraiment ce truc de vas-y on se fait tout le temps des vocaux et c'est trop cool et machin, et on se partage plein de choses, mais ça va se passer en off, et c'est comment moi je vais me sentir par rapport à la personne en face. Par contre, dans tout ce qui va être public, je peux partager des choses de ma vie, mais il y aura toujours une certaine distance, que vous sentez ou peut-être pas, mais il y a une certaine distance que je mets parce que vraiment, oui, je cherche à me protéger, parce que je suis encore trigger. C'est vrai que sur tout ce qui est public, notamment sur YouTube, c'est en mode... C'est sympa, hein, on n'est pas amis. Vous et moi, on n'est pas amis, vous ne connaissez pas, vous ne me connaissez pas, vous connaissez la Pauline qui décide de prendre sa caméra à un moment donné, et qui décide de vous parler de certaines choses à ce moment-là, et qui décide ensuite lors du montage de garder ces moments-là. De même que quand je fais des vidéos blabla, comme là aujourd'hui en mode un peu podcast, je sais pas trop comment appeler ce genre-là, je laisse un certain temps entre le moment où je filme et le moment où je monte pour oublier ce que j'ai pu dire, parce que je fais beaucoup de flots de pensée, en fait je dis vraiment tout ce qui me passe par la tête. Donc les cuts sont un petit peu plus abrupts à des moments, ou alors je rebondis sur des choses en mode mais il est où le pont de l'un à l'autre? Ouais mais c'est qu'en fait ce passage là il était trop long, où j'ai trop parlé, où je suis trop rentrée dans les détails, où c'est genre on s'en fout, va à l'essentiel Pauline. Ça fait 4 fois que tu dis la même chose, on en a marre. Des fois c'est important pour moi d'avoir cette répétition là pour vraiment que vous conscientisez les choses, et à force de dire la même chose vous êtes en mode ok ça on a compris que c'était important, il faut vraiment que je l'ancre. Et des gens qui ont plus de mal à ancrer les informations, alors que d'autres en un seul truc c'est en mode bien sûr j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Voilà, c'est un choix que je vais faire au moment du montage, mais j'ai envie d'avoir l'esprit libre. Quand je veux monter un vlog, quand je viens d'avoir un avis sur un livre, c'est très rare pareil que je parle du livre tout de suite en vidéo peut-être. Le moment où je monte par contre je vais être un peu en mode est-ce que j'en dis pas trop, est-ce que là machin, mais je réfléchis moins entre guillemets parce que c'est un avis sur un livre.
quand je parle de moi, de ma personne, de comment je vois les choses, de ma réflexion, faut quand même que j'ai un peu de recul. Et il est déjà arrivé avec des vidéos que je demande à des copines de regarder la vidéo avant en mode est-ce que je suis claire, ou alors ça c'est mon message, est-ce qu'il passe, ou alors qu'est-ce que toi tu retiens de cette vidéo. Et après c'est genre en mode ça, je fais ok moi mon message c'est ça, oui bah ça se comprend en fait. Ok, donc on est clair là-dessus, la communication elle est bien. Et si après des gens perçoivent des choses différemment, ou comme là quand je dis on n'est pas amis, il y a des gens qui vont peut-être se dire oh là là ça me fait de la peine parce que il y a d'autres personnes qui disent qu'on est copains. Oui mais j'ai pas envie de jouer avec vous en fait, je vais pas jouer avec ce lien parasocial, je ne vais pas jouer avec vous, je vais pas me jouer de vous, je ne vais pas attendre des abonnements, des likes, des commentaires, je vais pas attendre que vous alliez sur Instagram pour booster mes abonnements, pour que les maisons d'édition se disent oh là là, elle a beaucoup d'abonnés donc on va lui envoyer plein de livres, on va être partenaire avec elle. Moi ça m'intéresse pas, genre vraiment je suis assez grande pour m'acheter mes livres, je suis assez pauvre pour me dire c'est pas grave, on attendra le mois prochain ou celui d'après et ça va aller. On va essayer de se raisonner et tout va bien se passer. C'est vrai que j'ai besoin de ce temps de latence où j'oublie les choses pour revenir dessus et me dire ok qu'est-ce que je garde de cette vidéo, qu'est-ce qui est important, quel est le message que je veux véhiculer. Ça part dans tous les sens parce que ça reste un long blabla et ça reste un truc de voilà mes réflexions, voilà un petit peu où je me situe. Par contre vraiment je ne vous prends pas pour mes pigeons, je ne vous prends pas pour des gens qui me rapportent de l'argent parce que vraiment c'est minime. Et je vous l'ai dit, si j'ai envie de mettre une chanson de Taylor Swift à un moment donné je la mettrai. Juste en ce moment ça s'est pas produit parce que toujours pas été dans la forêt, parce que l'automne est là mais sans être trop là, genre vraiment mes vignes elles sont toujours vertes, elles ont pas encore changé de couleur, elles sont pas encore toutes orangées, pas dans le coin de chez mes parents, donc j'attends pour aller dans la forêt pour me promener et faire des petits plans trop mignons. Mais là je me dis ça avec l'album Folklore ou Evermore de Taylor Swift ça irait trop bien. Et je sais que du moment, c'est pareil, on peut parler aussi des droits d'auteur, les gens qui disent oui, bah en fait je suis obligée de mettre des vidéos, je suis obligée de mettre des sons qui sont sans droit d'auteur, autrement la vidéo elle saute pas la vidéo. Je sais pas si on en avait conscience parce que peut-être que vous n'êtes pas du tout dans ce truc là, non c'est juste que ta vidéo n'est pas monétisée. Donc après tu fais un choix, tu décides de monétiser ta vidéo, mais elle sera pas moins vue parce qu'il y a des droits d'auteur dessus. Là où tu peux être moins vue c'est quand tu parles de sujets triggerants. Si tu parles de certains sujets, YouTube va te striker. C'est en mode, tu parles du génocide qui a lieu actuellement, tu risques d'être striké et ta vidéo va être moins diffusée. Et à des moments, ton compte Instagram ou ta chaîne YouTube, si tu es pas actif ou si tu as pas assez d'interactions, etc., tu peux être shadowban. Donc ça veut dire que tu n'es plus vraiment visible par la plateforme. Et ça existe véritablement. Ça dépend des sujets que tu abordes, ça dépend de la communauté que tu as, ça dépend de l'interaction que tu as, ça dépend si tu es actif ou pas. C'est logique, mais... Voilà, sachez que par exemple pour mon compte Instagram, pour faire le parallèle, j'ai pas été très active pendant longtemps, notamment en post, parce que j'étais active en stories et notamment en DM. Par contre j'étais pas active en post, maintenant même quand je fais un post qui devrait attirer des gens, il n'est pas diffusé même à travers ma communauté. J'ai presque 2000 personnes qui me suivent, c'est pas diffusé parce qu'à un moment donné je n'ai pas été régulière et du coup Instagram a perdu son intérêt pour moi. C'est comme ça, demain il y a quelqu'un qui va recommander mon compte où il y aura beaucoup de partages sur un truc etc, beaucoup d'enregistrements, il y aura peut-être des abonnés d'un seul coup. Écoutez, ça fait partie de la vie, on vit pas pour les chiffres ici, et vraiment, là où mon but n'est pas de gagner de l'argent sur des réseaux, j'ai encore moins d'intérêt à faire ça. Et même des gens qui gagnent de l'argent grâce aux réseaux et qui pourraient en vivre et qui font le choix de ne pas en vivre ou pas, d'ailleurs c'est un choix, hein, t'es pas obligé de vivre de l'influence parce que tu gagnes de l'argent avec ton auto-entreprise. Et il y a des gens qui décident de continuer une activité salariale, et quand bien même ils décident de se consacrer à 100% au réseau, ça veut pas dire qu'ils sont moins vrais, qu'ils méritent moins d'être suivis ou ce genre de choses. J'ai pas envie que vous fassiez le parallèle entre les autres versus moi, je parle juste de mon fonctionnement à moi. Il y a des gens, ils arrivent à vraiment faire cette distinction là, en mode je crée du contenu, vous voyez ma tête, vous voyez mes lectures, et vous voyez des petits moments de vie. Mais il y a quand même ce lien qui se fait, il y a des gens qui arrivent à avoir plein de partenariats, qui arrivent à se faire sponsoriser des vidéos, qui arrivent aussi à vivre avec AdSense, donc l'argent généré par YouTube, et qui sont vrais, qui n'ont pas besoin de cultiver ce lien parasocial, ou qui peuvent faire des rappels, et vraiment c'est complètement ok de dire genre n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Oui bien sûr que ça aide, mais entre inciter les gens à le faire et prendre les gens par pitié et induire une forme de chantage en disant que ouin je vais arrêter de faire des vidéos ou je vois pas pourquoi je m'investis parce qu'il n'y a pas de rendu derrière, c'est quand même deux postulats qui sont bien différents, on est bien d'accord. Mais bref, j'ai beaucoup trop parlé et je crois que j'ai abordé toutes les thématiques que je voulais aborder dans cette vidéo, même si ça a été très brouillon, on est bien d'accord. Mais voilà, je trouvais ça important d'en parler. Évidemment, moi je me suis concentrée sur Booktube, mais si on prend notamment Snapchat, c'est un réseau social qui m'a jamais attiré. Il y a des gens qui partagent tellement leur quotidien que même eux arrivent à être biaisés dans ce lien parasocial et en fait être enfermés dedans, et même sur YouTube ça existe. Il y a des gens qui ont tellement créé une forme d'amitié avec leur communauté
Sauf que tu peux pas être ami avec une communauté, puisqu'une communauté c'est un groupe face à toi toute seule. Et en fait il y a cette espèce, en fait c'est une forme, je sais pas si on peut parler de manipulation dans ce sens-là, mais c'est une relation toxique quoi. En fait la personne est tellement mal et isolée et ouais, fragile, vulnérable, qu'en fait elle croit que ses abonnés et l'amour de ses abonnés ça peut combler des besoins relationnels, sauf que non, des abonnés ça reste des gens qui ne connaissent pas tous les pans de votre vie, qui pourront pas vous rassurer à des moments ou qui vont le faire mais en ayant ce prisme et ce biais de j'adore cette personne, c'est entre guillemets mon idole, je ferai tout pour elle, je vais la servir. Et du coup c'est vraiment une relation toxique parce que les deux s'alimentent et vraiment des fois ça part pas d'une mauvaise intention mais juste t'es une personne fragilisée, ou des fois tu partages tellement de choses avec les gens que tu te rends plus de la différence entre qu'est-ce qui est de l'amitié et qu'est-ce qui est du lien parasocial. Et le problème c'est que ça arrive de plus en plus parce que tout le monde peut devenir influenceur, donc n'importe qui peut l'être, et vraiment quand tu partages beaucoup ta vie, t'as beaucoup de retours de gens et du coup tu crées ce truc de oh la communauté, on peut donner un petit nom. Non, je partage pas ma vie à ce stade-là. Et je peux dire je vais aller faire mes courses, ou j'ai été faire mes courses, j'ai fait faire ça, ou alors je vais montrer ma to-do list, mais pour autant il n'y a pas le même investissement en mode vous venez avec moi faire quelque chose. Parce que je reste consciente que votre, entre guillemets, amour pour moi est à sens unique. Vous aimez une image de moi. Et oui, il y a des abonnés que je considère maintenant comme des copines, voire même des amis pour certains, certaines. Et ça n'empêche pas, mais c'est juste que si vous regardez mes vidéos, vous venez me parler en disant je pourrais être amie avec cette personne, ça risque pas de fonctionner. Ce qui fait que tu deviens ami avec quelqu'un, c'est des centres d'intérêt en commun, c'est des discussions, c'est une façon de penser, c'est des choses aussi qu'on n'explique pas. Il doit y avoir une raison scientifique ou sociologique à ça que je ne connais pas, mais il y a des fois des gens avec qui tu sais que ça le fait tout de suite et d'autres personnes t'es en mode on pourra se parler pendant 10 ans, il n'y aura jamais ce lien qui va se créer et c'est ok. Vraiment je vous vois pas comme des amis, je veux pas que vous me considérez comme une amie, alors souvent je dis genre j'aime bien le mot copine parce que ça fait un peu truc de proximité, mais malheureusement c'est qu'il y a des gens qui me regardent qui sont aussi des personnes moins sensibilisées ou plus vulnérables et j'ai pas envie qu'ils prennent littéralement ce terme là, genre copine pour moi c'est un peu genre on partage des petits trucs ensemble, je me sens en confiance, moi je suis chez moi, je suis dans mon petit univers, ça fait quelques années maintenant donc je suis installée. Encore c'est propre à chacun et je sais très bien que quand on fait du vlogging, et c'est là où aussi les choses ont changé, donc déjà avec le côté instantané d'Instagram ou de Snapchat, et ce côté instantané, ce truc de partage et de communauté qui se fait assez facilement et assez rapidement, mais c'est vrai que comme on fait du vlogging, donc on montre des morceaux de notre vie, où c'est pas une vidéo où avant vraiment les facecam c'était en mode vas-y tu te maquilles, tu fais tes cheveux, t'essayes d'avoir une jolie tenue, t'essayes de faire un effort, mes vlogs ressemblent plus à rien et beaucoup de gens sont dirigés vers des vlogs où t'as un petit peu plus de naturel, de spontanéité, mais malgré le naturel et la spontanéité ça reste quelque chose qui est filmé, donc ça reste une mise en scène. Après c'est ô combien tu vas mettre ça en scène. Et il y a des gens qui vont voir entre guillemets le mal de partout en disant oui tout est mis en scène, la personne elle est fausse. Alors oui, il y a des gens qui sont très forts pour avoir une identité secrète en mode Hannah Montana. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment authentiques et juste vous imaginez des choses, vous projetez des choses sur cette personne. Pour quelle raison, ça j'en sais rien, mais des fois on projette des choses, on se dit cette personne je l'aime pas, ou je l'apprécie pas, ou elle dégage quelque chose que j'aime pas, alors que peut-être si vous la croisiez dans la rue, dans un salon littéraire ou que sais-je, vous entendriez super bien avec cette personne. Mais c'est ce qu'elle peut dégager. Sur YouTube vraiment des fois des gens ont des a priori aussi sur des gens, vous avez pu tenir des propos à un moment donné, du coup les gens restent là-dessus. Il y a plein de facteurs qui peuvent influencer, mais je sais que dans mon cas je continuerai de mettre cette distance là, et même quand je parle de santé mentale c'est important pour moi parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je fais dans la vie de tous les jours, où je sensibilise n'importe qui, des proches ou pas, même des collègues, des gens qui n'en ont rien à foutre. Je suis en mode non en fait la santé mentale c'est au même titre que la santé physique et sociale, parce qu'il y a ces trois facteurs là quand on parle de bonne santé, donc c'est important d'être socialement pas isolé, en fait de ne pas être une personne isolée, c'est important d'avoir une bonne santé physique et mentale. Et c'est pas le cas de tout le monde, il faut sensibiliser, il faut rappeler que n'importe qui peut faire une dépression, il n'y a pas des gens qui sont immunisés comme ça, que maintenant on sait que la schizophrénie ça peut arriver à n'importe quel âge, donc vous pouvez aller entre guillemets bien toute votre vie et d'un seul coup traverser un épisode psychotique ou devenir schizophrène. Il y a plein de choses comme ça qui changent. C'est important en fait de sensibiliser les gens, c'est comme il y a plein d'idées reçues, notamment on parle notamment d'Alzheimer, à chaque fois c'est genre oui bah si tu prends des antidépresseurs tu as Alzheimer. Non c'est faux. C'est faux. Par contre, la dépression fait que tu risques de mal t'alimenter notamment, et ça peut conduire à une mauvaise élimination de certaines protéines qui sont responsables d'Alzheimer, mais on n'a jamais fait de lien entre mauvaise alimentation et Alzheimer, antidépresseurs et Alzheimer, anxiolytiques et Alzheimer. Faut arrêter.
De même qu'il y a plein de gens, on dit genre c'est Alzheimer, non, il y a plein de troubles cognitifs qui existent, ok, qui ne sont pas Alzheimer, mais il y a plein de démences autres qu'Alzheimer, sauf que les gens n'ont pas l'information. Et mon rôle, entre guillemets, mon but, mon life goal, c'est de vous sensibiliser à des choses. J'adore le domaine scientifique, j'adore apprendre des choses, j'adore tout ce qui concerne les personnes âgées, notamment les troubles cognitifs, parce que c'est ce que je préfère, enfin, c'est mon activité préférée au travail, je sais pas comment dire ça, mais c'est mon public préféré, celui avec lequel je suis vraiment à l'aise. C'est le public dans le handicap psychique et au niveau des personnes âgées dépendantes avec des troubles cognitifs. Je suis bonne dans ces deux secteurs-là, j'adore ces milieux-là et j'adore me renseigner là-dessus. Donc mon rôle, entre guillemets, c'est de vous donner les infos que j'ai, c'est de vous donner les stats que j'ai avec mes limites de aide-soignante qui se renseigne, mais qui a quand même des limites à ce niveau-là. De même qu'au niveau psychiatrique, il y a des choses que j'ai appris à l'école qui sont maintenant obsolètes, il y a des choses qui sont toujours réactualisées. Avec mes TND, j'apprends encore des nouvelles choses. Mon psychiatre qui est en train de se former pour plein de choses, il me donne à chaque fois des infos, je suis en mode c'est intéressant, on se note tout ça, ok je note, il faut que j'aille chercher ça. Et j'apprends aussi à plus me connaître et c'est important, et j'aime bien partager mes connaissances avec des gens, ça fait partie de mon caractère. Et du coup voilà, je trouve ça important de sensibiliser les gens et de rappeler que parce que j'ai été seule aussi dans cette situation, on est des millions à souffrir de dépression et de troubles anxieux. Alors en ce moment je ne suis pas en dépression, mais c'est quelque chose qui m'arrive, qui est plus susceptible de m'arriver, parce que quand vous avez fait une dépression, vous avez plus à même d'en faire d'autres épisodes dépressifs. Qu'en plus de ça, il y a un facteur familial, enfin génétique et environnemental qui joue aussi. Mais dans le cas de mes troubles, c'est aussi des comorbidités. Mais bref, je trouve ça important de sensibiliser les gens, de faire de la prévention, de dire que ça peut arriver à n'importe qui et que c'est ok et qu'on s'en sort. Et que on peut avoir un trouble anxieux et quand même s'en sortir. On peut avoir un trouble anxieux au début qui est généralisé, puis après qui s'amoindrit un petit peu et vous arrivez à faire avec. Aussi c'est important de sensibiliser, il y a plein de mes informations et comme c'est des choses qui me concernent et qui sont importantes pour moi, qui font partie de mon système de valeurs, j'ai envie de vous le partager et c'est pour ça que je le fais. Après de le partager en mode anecdotique, ça me dérange pas parce que ça m'implique pas émotionnellement. Demain je refais une dépression, je partagerai pas du tout les choses comme j'ai pu le partager par le passé. De même que j'ai pu avoir des périodes plus difficiles dans ma vie, plus ou moins dernièrement, il y a des choses, notamment sur YouTube, je vous avais prévenu, que j'allais plus partager en vidéo parce que je sais très bien que ça peut vite glisser sur les gens s'appliquent un petit peu trop émotionnellement dans ma vie et du coup même moi j'arrive plus à jauger de ce qui est ma vie privée, intime, machin, qu'est-ce que je décide de montrer ou pas. Il y a trop un flou qui peut se faire rapidement et vraiment même pour moi, donc c'est en mode ok, si tu n'es pas en capacité de faire la part des choses, ne mets même pas un pied là-dedans. Et vraiment la prévention et de rappeler aux gens qu'ils ne sont pas seuls et qu'on se sort de ce genre de troubles, c'est important et c'est la vérité. Et ça ce sont des faits, ce sont des stats, ce sont des sources, vraiment tout est noté. Et si vous en voulez, je mettrai une partie des sources en barre d'information, il faut juste que j'y pense au moment où je ferai la barre d'information. Mais c'est des choses que vous pouvez retrouver sur internet avec vraiment des stats. Moi je suis très attachée aux faits. Mais après entre un ressenti de j'ai l'impression d'être au fond du trou et de jamais pouvoir m'en sortir, oui c'est normal, tu es en dépression. J'ai l'impression que je suis en train de mourir à chaque fois que je dois sortir et voir des gens, etc. Oui c'est normal, tu as une phobie sociale. C'est ton cerveau qui est biaisé et qui met en place tout un système, tout un mécanisme pour te faire paniquer et avoir tous ces signaux de détresse dans ton corps. Donc oui, techniquement ça se passe dans ta tête, mais quoi que tu fasses dans ta vie, même quand tu décides de marcher, ça se passe aussi dans ta tête. Donc bon, tu vas pas dire à une personne paraplégique, bah t'as juste à te lever et à marcher, c'est dans ta tête. Oui, c'est un petit peu plus compliqué, c'est pareil pour l'anxiété, c'est pareil pour la dépression, c'est pareil pour beaucoup de troubles, et c'est pour ça que je vais sensibiliser les gens et vous rappeler que vous n'êtes pas seul, mais clairement maintenant c'est genre à distance. C'est des petits trucs de prévention, c'est des petits trucs que je peux partager de ma vie, mais il y aura plus tout ce que j'ai pu donner parce que non, le lien parasocial c'est trop toxique et tu peux vite basculer dans un extrême ou dans l'autre et j'ai pas envie d'être une caricature de moi-même, j'ai pas envie d'être une comédienne. On vit aussi de liens parasociaux, mais après j'ai pas envie d'en jouer et on est beaucoup dans ce cas de figure, là où ça devient dangereux et c'est pour ça que je n'aime pas et que je mets cette distance avec ce lien parasocial, c'est que bah, vous ne connaissez pas les gens et vous pouvez vous investir, mais en fait vous investissez dans du vent parce que c'est vraiment une relation à sens unique. Et les gens, en plus de ça, quand il est question d'argent et qu'ils vivent de cette influence-là, même si c'est pas... Les mots vont être durs, mais en fait ils se servent de vous, genre vous leur permettez de gagner leur vie. Donc bon, forcément le lien il est biaisé et ils ont aucun intérêt à vous dire que en fait si vous vous abonnez, c'est juste pour pouvoir donner une vitrine aux marques pour dire regardez j'ai tant d'abonnés. Si vous abonnez sur Instagram c'est pareil, si vous commentez, vous partagez etc, ça fait un taux d'engagement. Les marques, les maisons d'édition recherchent ça et veulent savoir votre taux d'engagement, c'est en pourcentage, c'est en mode ok, cette personne elle peut nous facturer
j'en sais rien, 1000 balles pour faire une chronique de livre qui représente 3 stories et un réel, parce qu'elle a tant de taux d'engagement. Et ça c'est parce que vous interagissez publiquement avec les gens, parce que vous apportez du soutien, des partages, etc. Si vous appréciez la personne et son contenu, vous allez le faire en disant bah évidemment, mais il faut avoir conscience que eux c'est une stratégie marketing, ça leur permet de gagner leur vie. Après vraiment, vous avez le droit de le faire et je partage mais volontiers des contenus de plus ou moins gros créateurs, et parce que j'adore et que j'ai envie de partager ça avec des gens et j'ai envie de mettre en avant des gens, et il y a des vidéos que je trouve intéressantes même pour vous, je me dis bah ça pourrait peut-être intéresser des personnes, vraiment il n'y a pas de souci, mais il faut avoir conscience que vous êtes leur gagne-pain. Donc s'ils ne vous disent pas clairement les choses et qu'ils jouent sur ce lien parasocial et attirent votre pitié ou font une forme de chantage, c'est une forme de chantage, c'est une manipulation parce que eux veulent avoir de l'intérêt, veulent avoir des vues pour gagner leur vie. Quitte à vous blâmer de ne pas regarder toutes leurs vidéos, de ne pas commenter, en fait t'es un mauvais abonné limite si tu ne fais pas tout ça. Ou t'es en mode t'es contre moi si tu ne fais pas ça. Bref, cette vidéo était très longue, je pense que j'en aurai pour des heures de montage, pour le coup ce sera véridique. J'avais besoin aussi de tout lancer pour après faire du triage au cours du montage. N'hésitez pas à me dire quelle relation vous entretenez avec ce lien parasocial. Est-ce que vous arrivez à faire la part des choses, ou est-ce qu'à des moments vous savez que ça glisse et que vous êtes presque dans une relation amicale avec la personne? Peut-être que cette vidéo vous fera prendre conscience des choses, peut-être que pas du tout. Peut-être que vous voyez pas le problème au lien parasocial et que pour vous c'est tellement normé et ça fait partie de la génération... Et ça fait partie de notre génération que maintenant on doit juste l'accepter. Peut-être que vous n'êtes pas du tout attiré par les gens et que pour vous vous êtes quelqu'un de plus factuel et pas dans l'émotionnel et du coup ça vous parle pas, ce que j'ai dit. N'hésitez pas parce que là pour le coup ça peut être intéressant, comme la dernière fois, de faire un débat entre plusieurs personnes avec plusieurs points de vue. Toujours avec bienveillance, je pense que c'est la base, la politesse, le respect et respecter la parole de chacun en sachant que... Vous m'avez fait la remarque la dernière fois, mais oui évidemment c'est ma chaîne, je dis ce que je veux et... ça n'engage que moi. C'est pas un jugement envers les personnes. Quand je dis que les gens sont dangereux, par contre c'est un fait. Parce que on touche à la vulnérabilité des gens et il y a une forme de manipulation. C'est une forme de manipulation. Si on faisait ça dans un autre contexte qu'internet, les gens seraient en mode wow, trigger boarding, c'est pas possible les gens comme ça, il faut sortir, c'est toxique. Mais parce que c'est du virtuel, il y a des choses qui sont plus acceptées et bah faut rappeler les choses aussi. Mais bref, je vous attends en commentaire et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!